La torche a touché le toit et la maison a commencé à brûler. 23 hommes armés dans la cour, des chevaux hurlaient, des tirs de fusil venaient de 3 directions à la fois. Et au milieu de tout ça, un homme en fauteuil roulant, sans jambes, sans renfort, rien que des supports en fer, un affût de fusil volé, et 40 ans à savoir exactement comment une montagne vous tue avant qu'elle ne le fasse. Il n'a pas bronché. Il a visé, il a tiré, il a rechargé, il a tiré à nouveau. Parce que 6 semaines plus tôt, une veuve avec 14 $ et aucune bonne option s'était présentée à une vente aux enchères et avait acheté la seule chose que personne d'autre ne voulait, un homme brisé. Et cet homme brisé venait de devenir la chose la plus dangereuse de la vallée. Ceci est l'histoire de ce qui arrive quand le monde rejette 2 personnes qu'il croit finies et de ce que ces 2 personnes construisent à partir des décombres. Tout a commencé lors d'une vente aux enchères, hein, le pire jour de leur vie à tous les deux. Et ça s'est terminé par quelque chose que personne n'avait vu venir. Le lieu de la vente aux enchères sentait la sueur de cheval, le tabac bon marché et autre chose. Quelque chose de plus difficile à nommer. L'odeur particulière des gens qui sont venus pour acheter et des gens qui sont venus parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Nora Calloway était de la seconde catégorie. Elle se tenait en bordure de la foule, les bras croisés sur sa poitrine et la mâchoire serrée d'une manière qui montrait qu'elle avait déjà pris sa décision et n'était pas intéressée à en discuter. 14 $ dans la poche de son manteau. Comptez 2 fois ce matin-là. Recomptez dans le chariot en allant en ville, parce que c'est ce qu'on fait quand 14 $, c'est tout ce qu'il vous reste au monde, que l'hiver arrive dans 6 semaines et que la clôture du pâturage nord semble avoir été construite par quelqu'un qui n'avait jamais vu de clôture auparavant. Ce que son défunt Mary Harold ne savait pas faire. Que Dieu ait son âme. Cet homme était incapable de construire une clôture pour sauver sa vie, ni la sienne à elle, comme il s'est avéré. Autour d'elle, la foule bougeait, murmurait et faisait ce que les foules font toujours. Parlait trop fort, riait trop facilement et faisait semblant de ne pas remarquer des choses qu'il remarquait absolument. 3 femmes du cercle de l'église se tenaient ensemble près de l'abreuvoir. L'une d'elles jeta un coup d'œil à Nora, puis détourna le regard si vite que c'en était presque impressionnant. Nora l'a remarqué. Elle remarquait toujours tout. Elle avait simplement cessé de laisser cela avoir de l'importance, à peu près au moment où elle a eu 34 ans et a réalisé que les opinions des autres sur son corps n'étaient franchement pas son problème à résoudre. Le commissaire-priseur a appelé le lot 14, un homme aux larges épaules, est monté sur l'estrade, et les enchères ont commencé à fuser avant même qu'il ne se soit retourné. 8 $ par mois. 9. L'éleveur de la vallée de l'Est l'a eu pour 11 et en avait l'air satisfait. Nora regardait et attendait. Elle était venue ici avec un calcul bien précis en tête, le genre de calcul que les gens désespérés apprennent très vite à maîtriser. Elle avait besoin de quelqu'un qui pourrait travailler plus dur que ce que valait 14 $. Quelqu'un qui saurait lire la terre, réparer ce qui devait l'être, passer l'hiver sans exiger qu'elle s'explique toutes les 5 minutes. Ce dont elle n'avait pas besoin, c'était de quelqu'un qui la regarderait, elle, tout entière, la forme spécifique de son chagrin, de son corps et de son entêtement, et déciderait qu'elle avait besoin d'être gérée. Elle avait eu ça pendant 11 ans. C'était bien. Harold était bien. Il avait juste des opinions sur des choses qui ne le regardaient pas. Elle en avait fini avec ce genre d'arrangement. Le lot 17 est parti pour 7 $. Le lot 18 pour 9,50 $. La mâchoire de Nora se serrait à chaque fois. Plus d'éleveurs ici que ce à quoi elle s'attendait. Plus de concurrence. Les autres veuves dans la foule semblaient faire les mêmes calculs qu'elle et arriver aux mêmes conclusions décevantes. Puis, le commissaire-priseur a appelé le lot 19 et tout est devenu silencieux. Pas le bon genre de silence. Pas le genre respectueux, le genre malsain. Le genre qui se produit quand les gens voient quelque chose qu'ils ne savent pas comment regarder directement, alors ils deviennent très immobiles et attendent que quelqu'un d'autre réagisse en premier. Un homme était poussé sur l'estrade dans un fauteuil. Pas un beau fauteuil, une chose rudimentaire faite de bois et de fer, les roues inégales, l'une d'elles se coinçant sur une planche, obligeant l'homme qui le poussait à le faire avancer d'un coup de hanche. L'homme dans le fauteuil n'a pas réagi à la secousse, n'a pas levé les yeux, il est juste resté assis là, les mains ballantes sur ses genoux et la tête penchée en avant,
dans cette posture particulière de quelqu'un qui a cessé de se soucier de savoir si on le regarde. Son nom, annonça le commissaire-priseur avec le ton de quelqu'un qui raconte une histoire qu'il trouve légèrement amusante, était Brackett Crane, et la foule l'a reconnu. Nora pouvait sentir la reconnaissance les traverser, une ondulation, un murmure. Parce que si vous aviez vécu dans ce territoire pendant plus de 2 ans, vous aviez entendu parler de Brackett Crane. Les histoires avaient une texture spécifique, le genre d'histoire qu'on raconte dans les dortoirs, les magasins d'aliments pour bétail et autour des feux, quand le travail est terminé et que quelqu'un a besoin qu'on lui rappelle que les hommes peuvent encore faire des choses remarquables. Brackett Crane avait traqué un élan blessé à travers un blizzard de février sur 9 miles et l'avait ramené seul. Brackett Crane connaissait le terrain des montagnes rocheuses comme la plupart des hommes connaissent l'agencement de leur propre cuisine, instinctivement, complètement, sans avoir à réfléchir. Brackett Crane avait passé 20 ans dans ces montagnes, et les montagnes ne l'avaient jamais vaincu, jusqu'à il y a 3 ans, un éboulement. Les détails variaient selon la personne qui racontait. Certains disaient qu'il avait été imprudent, d'autres que la montagne avait simplement décidé que c'était le moment. Quoi qu'il en soit, le résultat était assis devant la foule en ce moment, sur un fauteuil en bois avec des roues qui ne tournaient pas droit. L'homme qui avait porté des carcasses d'élan sur son dos ne pouvait pas se porter lui-même pour traverser une pièce. Des bras forts, a tenté le commissaire-priseur. Sa voix était devenue légèrement désespérée. L'homme a encore ses bras, et ses bras maniaient une hache mieux que quiconque dans 3 comtés. Quelqu'un au fond de la foule a toussé. Un cheval a frappé du sabot. J'entends 50 cents par mois. Silence. 25. Plus de silence. Le genre qui résonne. Et puis, de quelque part au milieu de la foule, la voix d'un homme assez basse pour être niable, assez forte pour être entendue. Donnez-le-moi, je l'utiliserai comme cale-porte. Les rires sont venus vite. Pas cruels, exactement. Ou peut-être exactement cruels. Le genre de rire que les gens utilisent quand ils sont mal à l'aise et n'ont rien de mieux à offrir. Nora a regardé les épaules de Brackett Crane bouger à peine, juste une fraction de pouce, comme s'il avait commencé à tressaillir et s'était rattrapé à mi-chemin, comme s'il était devenu très, très doué pour se rattraper à mi-chemin. Ses mains, toujours ballantes sur ses genoux, se sont lentement refermées en poing. Nora a décroisé ses bras. Elle a bougé avant même d'avoir complètement décidé de le faire. Ses bottes ont heurté la terre assez fort pour que les 2 femmes les plus proches reculent pour lui faire de la place. Elle a traversé la foule en ligne droite, car elle avait appris il y a longtemps que les foules s'écartent pour les gens qui marchent comme s'ils savaient exactement où ils vont, même quand ce n'est pas le cas. Elle savait où elle allait. « Je le prends », dit-elle. Le commissaire-priseur cligna des yeux en la regardant. « Je prends le lot 19, Brackett Crane. Je le réclame. » La place est devenue complètement silencieuse pour la 2e fois, mais ce silence était différent. C'était le silence de gens qui se recalibrent, essayant de comprendre ce qu'ils venaient de voir, et si c'était triste, courageux ou tout simplement étrange. Quelqu'un a ri, puis quelqu'un d'autre. Puis les murmures ont commencé, cette marée basse et roulante de gens disant des choses juste assez fort pour être entendues et juste assez bas pour être niables. Elle a perdu la tête. Pauvre femme, elle doit être vraiment désespérée. Qu'est-ce qu'elle va faire de lui? Le traîner dans la cour? Nora a entendu chaque mot. Elle avait une très bonne ouïe. Elle avait toujours eu une très bonne ouïe. Harold disait que c'était sa meilleure qualité, ce qui en disait long sur Harold. Elle a gardé les yeux sur le commissaire-priseur jusqu'à ce qu'il s'éclaircisse la gorge et hoche légèrement la tête, mal à l'aise, comme le sont les hommes quand une femme fait quelque chose d'inattendu et qu'ils ne savent pas comment être condescendants à ce sujet. « Pas de frais selon la clause des veuves », dit-il. Elle s'est dirigée vers l'estrade, a monté les 3 marches, s'est arrêtée devant le fauteuil et a regardé Brackett Crane de près pour la première fois. Il la regardait en retour. Ses yeux étaient gris, pas gris pâle, gris foncé, de la couleur des nuages d'orage qui ont déjà pris leur décision et ils étaient vifs. Quoique le reste de son corps ait perdu en 3 ans assis dans ce fauteuil, ce n'était pas dans ses yeux. Ses yeux étaient furieux. « Je n'ai pas demandé ça, dit-il. Sa voix était rauque, la rudesse particulière de quelqu'un qui ne l'a pas beaucoup utilisée.
basse et plate et à peu près aussi accueillante qu'une porte fermée en plein blizzard. Je sais, dit Nora, je ne veux pas de votre pitié. Tant mieux, car je n'en offre aucune. Quelque chose a changé sur son visage, à peine. Si peu que si elle n'avait pas regardé attentivement, elle l'aurait manqué. Alors qu'est-ce que vous offrez? Dit-il. Nora le regarda un instant, les poings sur les accoudoirs du fauteuil, la fureur et les yeux gris, l'homme qui avait été transformé en blague cet après-midi et qui était resté là à l'encaisser parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Du travail, dit-elle, s'il vous en reste. Elle passa derrière le fauteuil et commença à pousser. Le trajet en chariot jusqu'au ranch Callaway a duré 2 heures. Ils n'ont pas parlé pendant 1 h et 53 minutes. Nora a compté, non pas parce qu'elle était mal à l'aise avec le silence. Elle vivait seule depuis 5 mois et était devenue extrêmement à l'aise avec le silence, mais parce qu'elle se surprenait à en suivre la qualité. Ce n'était pas un silence confortable. Ce n'était pas un silence hostile. C'était le silence de deux personnes qui n'ont pas encore compris ce qu'elles sont l'une pour l'autre et qui sont prudentes à ce sujet. Brackett Crane était assis à l'arrière du chariot, le dos contre la ridelle, les bras croisés, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur les collines qui défilaient avec l'attention particulière d'un homme qui mémorise des choses, les classes. Nora gardait les yeux sur la route et pensait au poteau de clôture. Quand ils sont finalement arrivés dans l'allée, le soleil tombait derrière la crête, peignant tout de cet or fatigué et spécifique qu'octobre offre dans cette partie du pays. La maison était petite, 2 pièces, une cheminée en pierre, un porche qui s'affaissait sur le côté gauche où Harold avait remplacé 2 planches et l'avait mal fait. La grange avait besoin de nouveaux bardeaux sur la façade ouest. Au-delà, 50 acres de broussailles et de pâturage, un lit de ruisseau asséché et beaucoup de ce que les gens appelaient gentiment du potentiel, et que Nora appelait du travail. Elle a serré le frein, est descendue et a fait le tour du chariot. Il regardait la maison. « C'est ici, dit-elle. Une longue pause. « Vous pensez vraiment que ça va marcher? » dit-il, pas vraiment d'une question. Le ton de quelqu'un qui évalue une situation qu'il n'a pas choisie. « Non, dit Nora, mais je le fais quand même. » Elle a abaissé le haillon et a commencé à se battre pour descendre son fauteuil. Il était plus lourd qu'il n'en avait l'air et maladroit de la manière spécifique des choses construites sans grand souci pour la personne qui devrait les déplacer. Le temps qu'elle le pose au sol, ses bras tremblaient légèrement. Elle n'en a pas parlé. Il ne l'a pas remercié. « J'aurais besoin d'une rampe, » dit-il en regardant les marches du porche. « J'en construirai une demain. Et ce soir? Ce soir, vous vous débrouillez. » Elle se dirigea vers la maison. Elle fit 3 pas avant d'entendre les roues sur le sol derrière elle. Elle ne se retourna pas, écouta simplement son effort, le grognement, le crissement du gravier sous les roues de fer, le juron bas et vicieux quand une roue se coinça sur quelque chose. Il a continué. Elle a tenu la porte. Il s'est arrêté au bas des marches du porche et les a regardées. 2 marches, 20 centimètres chacune. Rien qui ne ferait réfléchir une personne une seconde. « Je ne peux pas, dit-il. Demain, je vais. Je sais pour demain. Et ce soir? » Nora l'étudia, considéra ses options, s'accroupit et passa ses bras sous les siens. « Ne, commença-t-il. Taisez-vous, dit-elle agréablement. Elle le hissa. Il était plus lourd que prévu. Tout son poids concentré dans le haut du corps, les bras et les épaules, bâti pour une vie qu'elle ne pouvait plus vraiment imaginer maintenant. Portant tout le poids d'un homme qui ne pouvait pas s'aider lui-même à monter les marches de son propre porche. Le temps qu'elle le fasse entrer et le dépose sur le lit de camp près de la cheminée, le bas de son dos lui faisait très clairement connaître ses sentiments. Elle recula, reprit son souffle. Il était assis là, les poings serrés et une couleur particulière sur le visage qu'elle reconnut comme le rouge spécifique d'un homme fier qu'on aide devant lui-même. « Je n'ai pas demandé ça, dit-il. Je sais. » Elle se tourna pour aller chercher le fauteuil. « Mais vous en aviez besoin. » Ce premier soir, il n'a pas mangé. Elle a préparé des haricots et du pain de maïs, a posé une assiette sur la caisse à côté de lui. Il ne l'a pas regardé. Elle a mangé son propre repas à la table de la cuisine et a lu 4 fois le même paragraphe de son almanach sans rien retenir, tout en écoutant le feu crépiter. Quand elle est revenue, l'assiette était toujours pleine. Elle l'a ramassé, a raclé le contenu dans le seau à reste. « Comme vous voulez, dit-elle sans méchanceté.
Il n'a rien dit. Elle est allée se coucher. Dans la pièce du fond, elle s'est allongée sur le dessus de la courte pointe, ses bottes encore aux pieds parce qu'elle ne trouvait pas l'énergie de les enlever, à fixer le plafond, à écouter le vent se lever autour des avant-toits. Elle n'était pas certaine d'avoir pris la bonne décision aujourd'hui. Elle n'était pas non plus certaine d'avoir pris la mauvaise. Ce dont elle était certaine, c'est qu'elle avait vu deux poings se serrer sur un accoudoir de fauteuil quand les rires étaient venus, et que des poings signifiaient un combat, et qu'un combat signifiait qu'il y avait encore quelque chose là-dedans qui valait la peine d'être atteint. Ce qui était plus qu'elle ne pouvait en dire de certains des hommes qui s'étaient présentés entiers et debout sur cette estrade aujourd'hui. Vers minuit, elle l'entendit tousser une fois, puis le silence. Elle laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Au moins, il était encore en vie. C'était un début. Elle était debout avant l'aube. Le feu d'abord. Toujours le feu d'abord en octobre, puis l'eau pour le café. Puis la liste mentale qui commençait chaque matin et qui s'était considérablement allongée depuis Harold, depuis le... Quand elle est revenue du tas de bois avec une brassée de chaînes fendues, Brackett Crane était assis sur le lit de camp, les bras croisés, la regardant. « Vous ronflez, dit-il. « Bonjour à vous aussi, dit-elle. » Elle a ravivé le feu et a mis la cafetière dessus, a versé une tasse quand elle fut prête et l'a posée sur la caisse à côté de lui sans demander. Il l'a regardée, puis il l'a prise et a bu. Elle s'est assise à la table avec sa propre tasse, son almanach et la liste qu'elle tenait dans les marges. « J'ai besoin de savoir ce que vous pouvez faire, dit-elle. « Pas grand-chose. Je n'ai pas demandé de commentaires, j'ai demandé des informations. » Il la regarda par-dessus le bord de sa tasse, ses yeux gris toujours vifs, toujours de cette nuance particulière de fureur, bien qu'elle ait légèrement changé pendant la nuit. Moins explosive, plus comme quelque chose de couvé. En attente. Je peux utiliser mes mains, dit-il. Mes bras. Mes yeux fonctionnent toujours comme ils le devraient. Je peux aiguiser une lame, réparer du harnachement, tirer si vous me calez au bon angle. Une pause. Ça, c'est la liste utile. La liste plus longue, c'est tout ce que je ne peux pas faire, ce qui, j'imagine, est ce que vous demandez vraiment. Je demande vraiment la liste utile. Je viens de vous la donner. Alors c'est un début. Elle posa sa tasse. Pouvez-vous penser? Il la fixa. Pouvez-vous planifier? Pouvez-vous lire un terrain? Pouvez-vous regarder un problème sous 17 angles différents et me dire lequel je manque? Toujours en la fixant. Parce que voici la situation. Elle croisa les mains sur la table. J'ai géré ce ranch aux côtés de mon mari pendant 11 ans. Je sais ce qui doit être fait. Je sais comment faire la plupart des choses. Mais Harold s'occupait de la stratégie, des décisions, de la planification, du quand et du comment, et dans quel ordre. Elle fit une pause. Harold est parti et je suis très doué pour travailler, mais je commence à soupçonner que je ne suis pas aussi doué pour la partie qui se passe avant le travail. Un long silence. Vous êtes sérieuse? Dit-il. Complètement. Il baissa les yeux sur ses mains, sur les callosités, les vieilles cicatrices, l'architecture particulière des mains, qui avaient passé des décennies à faire des choses très spécifiques, de manière très spécifique. Je connais la terre, dit-il lentement. Je connais la météo. Je sais lire le terrain et comment faire durer les choses quand on a moins que ce dont on a besoin. Il fit une pause. Je sais d'où viennent les gens quand ils ne veulent pas être vus venir. Ce dernier point, dit Nora. Pourquoi avez-vous dit ça? Il leva les yeux. Quelque chose changea dans son expression. Vous allez avoir des ennuis. Pardon? Cet endroit. Il fit un signe de tête vers la porte, la fenêtre, le monde extérieur. L'eau se lit de ruisseau, il est sec maintenant, mais au printemps, il coule. Et cette terre se trouve juste au-dessus du canal de ruissellement pour toute l'extrémité nord de la vallée. Il a dit cela de manière factuelle, comme il avait probablement dit 100 choses sur 100 parcelles de terrain en 20 ans dans les montagnes. Quelqu'un veut cette terre, peut-être déjà. Vous avez dit que votre mari est mort il y a 5 mois. Oui, et personne n'est venu rôder. Nora posa sa tasse très soigneusement. Je n'ai pas dit ça, dit-elle. Elle a construit la rampe ce matin-là. Cela a pris jusqu'à midi. Elle n'était pas charpentière. Harold avait toujours dit qu'elle avait le raisonnement spatial d'une chèvre particulièrement optimiste, ce à quoi elle s'était opposée à l'époque, et commençait à soupçonner être légèrement exacte.
La première tentative était trop raide. La deuxième avait un espace au milieu qui pouvait coincer une roue. La troisième fonctionnait plus ou moins de la manière dont les choses que vous construisez vous-même fonctionnent toujours, imparfaitement, obstinément assez bien. Elle l'a testé avec le fauteuil, l'a fait monter, l'a fait descendre. Le côté gauche fléchissait plus qu'elle ne l'aurait souhaité, mais il tenait. « Essayez, dit-elle. » Brackett regarda la rampe depuis l'embrasure de la porte. Le regard particulier d'un homme évaluant quelque chose en quoi il n'a pas entièrement confiance. « Allez-y, dit-elle. Je vois l'espace sur le côté gauche. » L'espace n'est pas structurel, il est cosmétique. Ces mots ne signifient pas la même chose. Dans ce cas-ci, allez-y. Il agrippa les roues, poussa. Le fauteuil roula jusqu'au bord de la rampe et s'arrêta. « Plus fort, dit Nora. C'est ce que je fais. Vous êtes prudent. C'est différent. Arrêtez d'être prudent. » Il la regarda. Les yeux gris, cette fureur spécifique. Puis il poussa les roues en avant et le fauteuil se lança sur la rampe avec un son de dispute mineure et vacilla. Le côté gauche fléchit exactement comme elle l'avait prévenu et pendant une seconde, il pencha vers le basculement et il corrigea vite, instinctivement, comme un homme qui avait passé des années à s'adapter à un mauvais terrain et savait encore comment le faire, même si le terrain était maintenant lui-même. Il arriva en haut, s'assit là, les bras tremblants d'effort, la poitrine haletante. Il ne dit rien, regarda simplement la cour. L'herbe clairsemée, la grange penchée, la ligne de clôture tordue dans 3 directions. Le ciel, cet énorme ciel d'octobre qui continue sans fin, jusqu'à devenir autre chose, et son visage fit quelque chose qu'elle ne put tout à fait cataloguer. « Très bien, dit-elle après un moment. Maintenant, vous pouvez entrer et sortir tout seul. » Il ne répondit toujours pas. Elle le laissa là et alla commencer à s'occuper du tas de harnachements, et elle ne se retourna pas une seule fois, parce que certaines choses doivent se passer sans public. Le travail a commencé petit. C'est toujours le cas. Un joug de vieilles brides avec des boucles fissurées. 2 selles qui avaient besoin d'être recousues. Une longueur de rêne qui s'était fendue au point d'épissure et avait été enroulée de fils de fer comme réparation temporaire il y a environ 2 ans et jamais correctement traitée. Elle a tout jeté à côté de son fauteuil sans cérémonie. « Réparez ce que vous pouvez, dit-elle. Dites-moi ce que vous ne pouvez pas. Je ne suis pas couturier. Personne n'a dit que vous l'étiez. Vous êtes un homme qui sait comment les choses fonctionnent. Débrouillez-vous. » Elle est partie vers la clôture nord. Quand elle est revenue 3 heures plus tard, les 2 brides étaient faites. La couture était grossière, honnête, clairement pas celle d'un couturier, mais elle tenait. Il était à mi-chemin de la première selle. Elle a regardé le travail. « C'est moche, dit-il avant qu'elle ne puisse parler. « Ça fonctionne, dit-elle. Ce n'est pas la même chose. Dans un ranch qui fonctionne, si. Moche et fonctionnel l'emporte sur beau et cassé, à chaque fois. » Quelque chose bougea dans sa mâchoire. Pas tout à fait un sourire, mais les muscles impliqués dans le sourire prenant une décision sur l'opportunité de le faire. « La fente sur la deuxième selle est plus profonde qu'il n'y paraît, dit-il. Il vous faudra du cuir neuf pour cette section, pas seulement de la couture. »« Combien ?» il lui a dit. Elle l'a ajouté à sa liste. Le lendemain, une boîte de couteaux, émoussée au point d'être inutile. Le jour d'après, le manche de hache que Harold avait fissuré et jamais remplacé. Chaque fois qu'elle lui apportait quelque chose, il disait quelque chose de sceptique. Chaque fois, elle s'éloignait et le laissait travailler, et chaque fois qu'elle revenait, le travail était fait, grossier, sans décoration, complètement fonctionnel. Le 4e jour, elle est revenue du pâturage est pour le trouver dehors, se déplaçant dans la cour en cercle lent et délibéré. Les roues crissant sur le gravier, le visage en avant, la mâchoire serrée. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-elle. « Je me renforce. »« Pourquoi faire ?» Il arrêta de rouler, la regarda. « Pour quand vous aurez besoin que je sois fort, dit-il. » Cette 4e nuit, ils ont mangé en même temps pour la première fois. Pas ensemble exactement, elle à la table, lui à la caisse qu'il avait commencé à utiliser comme plan de travail, mais dans la même pièce avec le feu entre eux et le même pot de ragoût sur la table. Il n'a pas laissé son assiette intacte cette fois. Après le dîner, elle s'est assise près du feu et a travaillé sur une chemise avec une couture fendue. Il avait un morceau de bois de rebut et un couteau et le transformait en quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore identifier.
Pourquoi l'avez-vous fait? Demanda-t-il. Elle ne leva pas les yeux. Fait quoi? Me prendre à la vente aux enchères. Vous auriez pu attendre quelqu'un d'utile. J'ai attendu quelqu'un d'utile. Je ne peux pas marcher. Un poteau de clôture non plus, dit-elle, mais il garde quand même le bétail à l'intérieur. Un temps, un long temps, puis un son qu'elle n'avait pas encore entendu de lui. Court, rauque et complètement surpris. Un rire, un vrai. Pas l'expiration amère qu'elle entendait quand il disait des choses sur lui-même. Un vrai rire. Vous venez de me comparer à un poteau de clôture, dit-il. La comparaison tient. Absolument pas. Utile, robuste, ne se plaint pas beaucoup. Elle garda les yeux sur sa couture. 2 sur 3 jusqu'à présent. Il secoua la tête, mais il souriait. À peine, juste assez. Le feu crépitait entre eux. Elle cousait. Il taillait du bois. Le vent soufflait autour des avant-toits et personne ne disait rien, et c'était la meilleure soirée qu'elle avait passée en 5 mois. Et elle ne l'a pas dit parce que le dire l'aurait rendu plus petit en quelque sorte. 2 semaines plus tard, un mardi après-midi, 3 cavaliers remontaient de la route. Nora ayant entendu les sabots avant de les voir, est sortie de la grange, a protégé ses yeux du soleil. L'homme en tête chevauchait comme quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non et qui trouvait le concept théoriquement intéressant au mieux. Épaules larges, rasées de près, habillé pour les affaires de la manière particulière qui signifie que quelqu'un d'autre fait le vrai travail. Son cheval était pansé jusqu'à un éclat qui n'avait rien à faire sur une route de ranch en activité. Wallace Dent, 58 ans, possédait 11 000 acres dans la vallée et avait des opinions sur la possession du reste. Madame Calloway, appela-t-il, enlevant son chapeau en retenant son cheval. Heureux de vous voir vous débrouiller ici. Le mot débrouiller avait un poids spécifique. Elle l'avait déjà remarqué. Comment certains hommes utilisaient le mot débrouiller pour le dur labeur d'une femme de la même manière qu'on utiliserait le mot essayer pour le dessin d'un enfant. Monsieur Dent, elle ne sourit pas. C'est inattendu. Il descendit de cheval. Ces 2 hommes restèrent à cheval. L'un d'eux avait un fusil sur sa selle, pas levé, juste là, de la manière dont on laisse un rappel quelque part de visible. Il parcourut la cour des yeux, compta des choses qu'elle aurait préféré qu'il ne compte pas. « Je vais être direct, dit-il, se retournant vers elle avec le genre de sourire qui signifie « J'ai déjà décidé comment cela se termine. Cette épée est trop pour une seule femme. J'aimerais vous faire une offre. Un prix juste, assez pour vous installer quelque part de plus facile. Je ne vends pas. Vous n'avez pas entendu le chiffre? Peu importe. » Son sourire s'amincit d'une fraction. L'hiver arrive, vous êtes assise sur un ranch que vous pouvez à peine exploiter avec du bétail que vous ne pouvez pas entièrement protéger. Et son regard passa par-dessus son épaule vers le porche où Breck était apparu dans son fauteuil, les mains sur ses roues et le visage impassible. Quel que soit l'arrangement que vous avez pris là, et pour être honnête, Madame Calloway, il n'inspire pas confiance. Son nom est Brackett Crane, dit-elle. Quelque chose bougea derrière les yeux de Dent, là, puis disparut. Je sais qui il est, dit Dent. Je sais aussi ce qu'il laisse maintenant. Et ce fauteuil ne protégera pas ce ranch quand le mauvais temps arrivera. Je pense, dit Nora, que vous devriez partir. Il la regarda un instant avec l'expression d'un homme qui se recalibre. Je reviendrai au printemps, dit-il. Pas une menace exactement, de la manière dont on dirait quelque chose qui est simplement vrai. Et quand je le ferai, l'offre sera différente. Il monta sur son cheval, ses hommes se tournèrent avec lui. Ils s'éloignèrent sur la route et la poussière retomba et Nora resta là, les mains ballantes le long du corps, et quelque chose se resserrant dans sa poitrine qui n'était pas tout à fait de la peur. C'était quelque chose de plus ancien que la peur, quelque chose qui vit juste en dessous de la peur et fait les vrais dégâts. Elle se tourna. Breck était en haut de la rampe. Il était là depuis, elle ne savait pas combien de temps. Assez longtemps. Le fusil Sharps qu'elle l'avait vu nettoyer la semaine dernière était sur ses genoux. « Depuis combien de temps étiez-vous là? » demanda-t-elle. « Assez longtemps. » Elle monta la rampe et s'assit sur les marches à côté de lui. Ses jambes lui semblaient étranges. Trop de poids, une journée trop longue. « Il va revenir, dit-elle. « Oui. Et quand il le fera, ce ne sera pas pour faire des offres. » Non. Elle regarda la route vide, la poussière qui se déposait déjà pour redevenir ordinaire. « Alors, qu'est-ce qu'on fait? »
Breck resta silencieux un moment, ses mains sur le fusil, les doigts bougeant légèrement, pas agités, pensant, de la manière dont certaines personnes pensent avec leurs mains. On se prépare, dit-il. Pourquoi? Il la regarda. Ses yeux gris, la fureur en eux avait encore changé, différente de celle de la vente aux enchères, différente de celle du premier matin. C'était une fureur concentrée, le genre qui a une direction. On s'assure, dit-il, que quand il reviendra, il trouvera quelque chose de différent de ce à quoi il s'attend. Cette nuit-là, Nora ne put dormir. Elle était allongée dans la pièce du fond et écoutait le vent, la plainte lointaine du bétail et le craquement occasionnel du fauteuil dans la pièce principale. Il était réveillé. Elle pouvait l'entendre travailler sur quelque chose. Métal contre métal, doux, prudent, le son d'un homme qui avait trouvé une tâche et la prenait au sérieux. Elle laissa échapper un lent soupir et pour la première fois depuis Harold, elle ne se sentit pas entièrement seule dans le noir. Le 14e matin, elle le trouva sur la table de la cuisine. Un morceau de toile d'environ 60 cm², couvert de lignes au fusain, précises, détaillées, le genre de lignes dessinées par quelqu'un qui sait ce qu'il fait et ne gaspille pas ses mouvements. Le ranch, le lit du ruisseau, la ligne de crête au nord, la route. 4 positions marquées de petites croix. Dans le coin, 3 mots. Ils reviendront. Elle resta là à le regarder pendant un long moment. Puis elle mit le café à chauffer et alla le chercher, parce que voilà ce qu'il y avait. Voilà ce qu'elle avait vu à cette vente aux enchères que personne d'autre n'avait vu, ou peut-être que personne d'autre n'avait cherché. L'homme dans ce fauteuil, l'homme que la foule avait transformé en blague, était resté assis au milieu de toute cette cruauté, et ses mains s'étaient refermées en poing. Pas la défaite, pas l'abandon, la résistance. Et on ne serre pas les poings à moins qu'une partie de soi n'ait encore l'intention de les utiliser. Elle avait parié le ranch là-dessus, littéralement. Elle y avait dépensé les 14 derniers dollars qu'elle avait, et en regardant la carte sur sa table de cuisine, les marques soignées, les angles réfléchis, le travail d'un esprit qui était resté en sommeil pendant 3 ans et qui se souvenait maintenant de ce pourquoi il avait été construit, elle pensa qu'elle ne s'était peut-être pas trompée. Et pour la première fois depuis la vente aux enchères, depuis le trajet en chariot, depuis la première nuit où elle avait écouté le son de sa respiration dans le noir pour s'assurer qu'il était encore en vie, pour la première fois, elle se permit d'y croire. Il commençait avant l'aube chaque matin, avant le café, avant la lumière, avant que les bottes de Nora ne touchent le sol dans la pièce du fond. Elle le savait parce qu'elle l'entendait, le son spécifique des roues sur la terre battue, faisant le tour de la cour dans le noir, lentement d'abord, puis un peu plus vite. Puis, et c'était la partie qu'elle avait commencé à attendre, sans admettre qu'elle l'attendait, le son s'arrêtait un moment, une pause, puis il reprenait parce qu'il avait décidé de faire un tour de plus. Toujours un de plus, elle ne l'a jamais mentionné. Il ne l'a jamais mentionné. Ils avaient développé sans discussion un système très efficace pour faire semblant de ne pas remarquer des choses chez l'autre qui étaient en fait assez importantes. C'était, pensa-t-elle, l'un des arrangements les plus fonctionnels qu'elle ait eus avec une autre personne. Le travail des couteaux est venu en premier. Elle lui avait donné une boîte de lame trop émoussée pour être dangereuse et l'avait regardé passer 3 jours à les transformer en quelque chose qui pouvait fendre un cheveu. Ses mains bougeaient avec l'économie particulière de quelqu'un qui avait fait une chose tellement de fois qu'elle vivait maintenant dans le corps, pas dans le cerveau, dans les mains elles-mêmes. Puis l'affût de fusil. Elle est sortie un après-midi pour le trouver entouré de morceaux de la vieille charrue d'enfer qu'elle avait l'intention de jeter depuis 2 ans. Mesurant, coupant avec la scie à métaux qu'elle ne savait pas qu'il avait trouvé. Limant les bords avec une concentration qui rendait l'air autour de lui en quelque sorte plus vif. Elle s'est arrêtée à une distance de sécurité. Qu'est-ce que ça va être? Un affût. Pourquoi? Le fusil. Elle a regardé les morceaux, a regardé le fauteuil, de retour aux morceaux. Vous allez attacher un fusil à votre fauteuil. Oui. C'est soit très intelligent, soit très alarmant. Probablement les deux, dit-il sans lever les yeux. Passez-moi la petite lame. Elle la lui a tendue. Et puis, parce qu'apparemment c'était sa vie maintenant, elle s'est assise sur les marches du Porsche et a regardé Brackett Crane se construire une plateforme d'armes à partir d'une charrue cassée et d'une pure obstination.
Cela a pris 3 jours. Il a juré pendant la plupart d'entre eux, tranquillement, de manière exhaustive, avec la créativité concentrée d'un homme qui avait passé des années seul dans les montagnes où personne ne pouvait l'entendre et avait développé un vocabulaire étendu en conséquence. Quand ce fut fini, c'était moche. Des supports en fer soudés aux accoudoirs du fauteuil avec une articulation pivotante qui permettait au fusil de pivoter à gauche et à droite. Un rembourrage en cuir sur le support. Un levier de déverrouillage qu'il pouvait actionner avec son pouce. Moche, solide, entièrement fonctionnel. 2 sur 3, pensa-t-elle, et ne le dit pas. Des bouteilles, dit-il. Quoi? Installer des bouteilles sur le poteau de clôture à 50 yards. Elle en a installé 5. Il a chargé le Sharps, l'a verrouillé dans l'affût, a calé son épaule contre le support avec la précision soignée d'un homme réapprenant quelque chose qu'il connaissait différemment. Le premier coup a claqué dans la cour comme une planche qui tombe. La première bouteille a explosé. La deuxième, la troisième, la quatrième. 4 tirs, 4 bouteilles parties. Nora a fixé le poteau de clôture, puis lui, puis de nouveau le poteau de clôture. « Vous en avez manqué une, dit-elle. Il était déjà en train de recharger. « Celle-là est pour vous, dit-il. Je n'ai pas besoin de... si vous en avez besoin. » Il a reverrouillé le fusil. « Venez ici. » Elle s'est approchée. Il a tendu le fusil, pas dans l'affût, libre pour qu'elle le prenne. « Je sais tirer, dit-elle. Montrez-moi. » Elle a pris le fusil, l'a calé comme son père le lui avait appris il y a 20 ans, a visé, a tiré. Le poteau de clôture à côté de la bouteille s'est éclaté. « dit Breck, taisez-vous. » Elle a visé à nouveau, a ajusté de 2 degrés à droite, a tiré. La bouteille a volé en éclats. « Mieux, dit-il. Maintenant, plus vite. » Ils ont passé le reste de l'après-midi à tirer jusqu'à ce que l'épaule de Nora lui fasse mal d'une manière qui allait se faire sentir pendant plusieurs jours. Et ses oreilles avaient ce bourdonnement particulier qui signifie que vous avez fait la même chose bruyante trop de fois. À la tombée de la nuit, elle pouvait toucher 4 bouteilles sur 5 à 50 yards. « Vous ferez l'affaire, dit Breck. C'est le plus grand compliment que vous soyez capable de faire aujourd'hui. » Oui, elle a rendu le fusil. Il l'a verrouillé dans l'affût et a passé sa main le long du métal. De la manière dont on vérifie quelque chose qu'on a construit et dont on n'a pas tout à fait fini de s'inquiéter. « Ça pourrait vraiment marcher, dit-il tranquillement. À lui-même surtout. L'affût. Tout ça. Une pause. Peut-être. Elle le regarda, le fauteuil avec ses ajouts en fer, son rembourrage en cuir et sa combinaison particulière de désespoir et d'ingéniosité. L'homme dedans. « Je ne fais plus de promesses, dit-elle. » Il leva les yeux, ses yeux gris. « Moi non plus, dit-il. » Quelque chose passa entre eux, le genre de chose qui n'a pas encore de nom, le genre qui apparaît avant les mots pour le dire. Elle détourna le regard la première. Il retourna vérifier l'affût, et le soir s'installa autour d'eux comme s'il avait décidé de rester, et aucun d'eux ne fit rien pour le faire partir. Les ennuis sont arrivés un mercredi, ce qui, d'après l'expérience de Nora, était exactement le moment où les ennuis préféraient arriver. Pas les jours dramatiques, pas les jours pour lesquels on s'est préparé, les jours ordinaires, ceux où l'on pense aux réparations de clôture, à l'état des réserves de foin, et si la patte avant-gauche de la jument grise a l'air bizarre, ou si on l'imagine. Elle était dans la grange à nettoyer les stalles quand elle les a entendus. Le son particulier de chevaux sur la route, trop nombreux pour une visite décontractée, trop délibéré pour une coïncidence. Elle a posé le râteau, est sortie dans la cour. 3 cavaliers, mais différents de la dernière visite de Dane. Ces hommes n'étaient pas habillés pour les affaires. Ils étaient habillés pour autre chose. Quelque chose qui n'avait pas besoin de nom parce qu'on le reconnaissait dans leur façon de monter. Détendus en selle, pas pressés, le genre de pas pressé dangereux. Les hommes de Dunt, pas Dunt. Ils se sont arrêtés à la limite de la propriété. Celui de devant a regardé la maison, la grange, la ligne de clôture, de la manière dont on regarde quelque chose qu'on est payé pour évaluer. Puis il a regardé Nora. « Madame, dit-il avec exactement la politesse qui n'est pas du tout de la politesse. « Vous êtes sur ma propriété, dit-elle, juste de passage. La route est par là. » Il a souri, a touché le bord de son chapeau, et ils ont fait demi-tour et sont repartis par où ils étaient venus. Lentement, sans se presser, regardant tout le temps.
Nora est restée là jusqu'à ce que la poussière retombe. Puis elle est retournée à la maison et a trouvé Breck déjà sur le porche. Je sais, dit-il. Ils n'étaient pas là pour chercher des ennuis. Pas aujourd'hui. Alors quoi? Des informations. Ses yeux étaient sur la route vide. Ils sont venus voir combien de personnes, où sont les choses, quels angles offrent une couverture. Sa mâchoire se serra. Ils reviendront avec un rapport. Et ensuite, il ne répondit pas tout de suite. Ses mains étaient sur le fusil, pas agrippées, juste posées. De la manière dont les mains se posent sur quelque chose de familier quand l'esprit travaille ailleurs. Et puis il a dit, on découvrira ce que Dent veut vraiment faire à ce sujet. Cette nuit-là, Breck a installé 3 boîtes de conserve sur de la ficelle en travers de l'approche nord, près du sol, invisible dans le noir. Il l'a fait sans expliquer. Nora a regardé et n'a pas posé de questions, car elle commençait à comprendre sa façon de travailler. Les explications venaient après, si elles venaient. D'abord venait l'action. D'abord venaient les mains se déplaçant à travers la tâche avec cette économie de mouvement. Puis plus tard, si elle était assez patiente, il lui dirait à quoi il avait pensé. Elle apprenait à être patiente, ce qui, sa sœur lui aurait dit, était vraiment remarquable. La lettre est arrivée 4 jours plus tard, apportée par un garçon de la ville, pliée, scellée avec un simple cachet de cire. Nora l'a ouverte à la table de la cuisine, l'a lue 2 fois, l'a posée, est restée assise un moment. Breck travaillait à son établi près de la fenêtre. Il n'a pas demandé. Elle a repris la lettre et l'a lue une fois de plus. Puis elle a dit, « Harold devait de l'argent à Wallace Dent. » Le bruit de la lime s'est arrêté. « Pas un peu d'argent, dit-elle. Une somme importante, il y a un document signé, notarié. » Elle a posé la lettre à plat sur la table. 11 mois avant la mort de Harold, il a signé une reconnaissance de dette. Si la dette n'était pas réglée, Dent avait un droit de créance sur la propriété. Silence. La dette, dit-elle, n'a pas été réglée. Plus de silence. Elle a regardé la lettre, le nom de Harold mentionné dans le langage formel d'un document juridique. Harold qui ne lui avait jamais mentionné le nom de Wallace Dent. Harold qui s'était occupé des finances parce qu'elle l'avait laissé faire, et parce que cela avait semblé une juste répartition du travail à l'époque, et parce qu'elle n'avait pas su, n'avait pas pensé à demander, ne s'était pas arrêtée. Elle s'est arrêtée. Il y a combien de temps l'a-t-il signé? Dit Breck. Pas une question. Il savait déjà. Il avait tout écouté. 6 mois avant de tomber malade, dit-elle. 11 mois avant de mourir. Elle a plié la lettre soigneusement, de la manière dont on manipule quelque chose qu'on préférerait ne pas toucher. Je ne savais pas, dit-elle. Je sais que vous ne saviez pas. Il n'a jamais, je sais. Et le fait est qu'il savait. Elle pouvait le dire à la façon dont il l'a dit. Pas du réconfort, pas l'assurance réflexe de quelqu'un qui essaye de la faire se sentir mieux. Juste la reconnaissance plate d'un homme qui comprenait ce que signifiait qu'une vérité arrive tard et mal. Elle s'est levée, est allée à la fenêtre, regardé la cour, l'herbe clairsemée, la clôture qui avait besoin de 3 poteaux remplacés, la grange avec ses bardeaux ouest qui devenaient mous, la terre qu'elle avait travaillée pendant 11 ans, la terre qu'elle pensait être la sienne. Elle sentit Breck la regarder. Elle déglutit une fois, redressa ses épaules d'une fraction. « Très bien, dit-elle. Qu'est-ce qu'on fait à ce sujet? » Le shérif adjoint Oren Fall est arrivé un jeudi matin. 55 ans, l'insigne usé, l'expression d'un homme qui avait passé trop d'années à voir les choses mal tournées et qui s'en était globalement accommodé. Il a attaché son cheval au poteau et s'est dirigé vers le porche d'un pas délibéré de quelqu'un qui n'était pas sûr de son accueil. Breck était dans son fauteuil en haut de la rampe avec le Sharps dans l'affût. Pas visé, juste là. Falk s'est arrêté au bas des marches. « Madame », il a hoché la tête vers Nora, puis vers Breck. « Crane. »« Falk », a dit Breck. De la manière dont les hommes qui ont existé dans le même territoire pendant longtemps se disent leur nom. Ni chaleureux, ni froid, juste un fait. « Je suis venu vous dire quelque chose », a dit Falk à Nora. « À propos de ce document, dites-moi. » Il a tourné son chapeau dans ses mains, un homme se préparant à quelque chose. « Il est authentique », a-t-il dit. « J'ai vérifié. La notarisation était valide. Les témoins étaient légitimes. Votre mari l'a signé. » Il a fait une pause. « Je suis désolé. » Nora n'a rien dit.
Selon la loi territoriale, Dent a des motifs pour poursuivre une réclamation. Cela irait devant le juge de circuit, et le juge de circuit, il s'est arrêté, a recommencé. Le juge de circuit de ce district a statué en faveur de Dent dans chaque litige foncier au cours des 4 dernières années. Les mots sont tombés un par un comme des pierres jetées dans l'eau, chacun faisant un plus petit clapotis qu'il n'aurait dû. Donc, ce que vous me dites, a dit Nora, c'est que la loi ne va pas m'aider? Je vous dis que la loi telle qu'elle fonctionne actuellement dans ce district va l'aider lui. Falk n'a rien dit, ce qui revenait au même que oui. Y a-t-il quelque chose, si Dent agissait en dehors de la loi, directement, d'une manière qui pourrait être observée et documentée? Il a jeté un coup d'œil à Breck, de retour à Nora. Ce serait une autre affaire. Donc, il doit faire une erreur. Il doit faire une erreur devant quelqu'un qui peut faire quelque chose à ce sujet. Et d'ici là, je vous conseillerais d'être prudente. Il est parti. Nora est restée sur le porche et l'a regardé s'éloigner. Il n'a pas tort, a dit Breck. Non, a-t-elle dit. Il n'a pas tort. Elle s'est tournée, a regardé la cour, les montagnes au-delà, le ciel énorme et indifférent. Il n'est pas non plus très utile. Non, a dit Breck. Il ne l'est pas. Une pause. Mais il est venu, a dit Breck. Il n'était pas obligé. Il est venu quand même. Elle l'a regardé. Certaines personnes se présentent même quand il n'y a rien qu'elles puissent en faire, a-t-il dit. Ce n'est pas rien. Elle a réfléchi à cela le reste de la journée, pendant qu'elle réparait la clôture, vérifiait le bétail, transportait de l'eau et faisait tout ce qui devait être fait. Et au moment de s'asseoir pour dîner, elle n'avait toujours pas décidé s'il avait raison. La question est venue cette nuit-là, inattendue, comme le sont toujours les plus importantes. Ils étaient de nouveau sur le porche. Après le dîner, le feu à l'intérieur projetant une lumière orange par la fenêtre. L'air de la nuit assez froid pour voir sa respiration, mais pas encore assez froid pour vous faire rentrer. Elle observait la ligne de crête. L'habitude d'observer la ligne de crête était devenue une chose qu'elle faisait maintenant, sans décider de le faire. Comme vérifier la météo, comme compter le bétail. Une autre couche de vigilance qui s'était tranquillement intégrée à l'ordinaire. « Quelle a été la partie la plus difficile? » dit-elle. Il resta silencieux. Après l'éboulement, la partie la plus difficile. Elle n'a pas expliqué pourquoi elle demandait. Elle avait appris qu'il répondait mieux aux questions qui ne venaient pas avec des excuses pour les avoir posées. Il regarda l'obscurité, une longue pause, assez longue pour qu'elle pense qu'il ne répondrait peut-être pas. « Le premier mois, dit-il finalement, pas pour la raison que vous pensez. Dites-moi. » Je continuais, il s'arrêta. Je continuais à me réveiller en pensant que je pouvais sentir mes jambes. Sa voix était plate, prudente, la voix de quelqu'un qui choisit chaque mot avec la pleine conscience que les mots peuvent faire éclater les choses si l'on n'est pas précis à leur sujet. Et pendant environ 10 secondes chaque matin, tout allait bien. J'étais juste un homme qui se réveillait normalement. Il s'arrêta de nouveau. Et puis je me souvenais, dit-il, et chaque matin, c'était comme la première fois. Le vent de la montagne soufflait dans les broussailles. Au loin, quelque chose a crié une fois et s'est tu. Quand est-ce que ça s'est arrêté? Demanda-t-elle. Environ 6 mois plus tard. Les 10 secondes sont passées à 5, puis à 2. Puis j'ouvrais les yeux et je savais déjà. Il tourna légèrement les roues de son fauteuil. En avant, en arrière, un petit mouvement. C'était presque pire, d'une certaine manière. Le savoir avant même de se réveiller complètement. Nora regarda ses mains. Harold me disait bonjour, dit-elle. Chaque jour, à la première heure. Peu importe son humeur ou l'aspect de la journée, ou si nous nous étions disputés la veille. Elle fit une pause. Je n'avais pas réalisé à quel point je m'étais organisé autour de ce son jusqu'à ce qu'il ne soit plus là. Ouais, dit Breck, juste ça. Ouais. Mais il l'a dit comme s'il comprenait la géographie spécifique de la chose qu'elle décrivait. La façon dont un point de repère qui disparaît change toute la carte. Elle le regarda. « Puis-je vous demander quelque chose? » dit-elle. « Vous demandez généralement si vous pouvez demander, puis vous demandez quand même. Ce n'est pas inexact. Qu'est-ce qui vous manque le plus? » Il y réfléchit sérieusement. Elle appréciait cela. Il ne se précipitait pas sur la réponse facile. « Le déplacement, dit-il. »« Que voulez-vous dire? »« Juste aller quelque part.
décidé que je voulais être à un autre endroit et y aller par mes propres moyens. Il s'arrêta. Les montagnes. Je pouvais être n'importe où dans ces montagnes en une journée de voyage. Je connaissais chaque itinéraire, chaque approche. Ses mains s'immobilisèrent sur les roues. Je continue de penser en itinéraire qui ne fonctionne plus. Vous pensez toujours en itinéraire, dit-elle. Ils ont juste l'air différents maintenant. Il la regarda. La carte que vous m'avez dessinée, dit-elle. Les positions de tir, les angles d'approche, c'est toujours le même esprit. Il est juste appliqué différemment. Il soutint son regard un moment. Vous êtes très agaçante, dit-il. Quand vous avez raison. On me l'a dit. Et puis elle a posé la question qu'elle n'avait pas posée depuis 2 semaines. Qu'est-ce qui vous manque le plus de l'homme que vous étiez avant? Silence. Un vrai silence. Le genre qui signifie qu'elle avait touché quelque chose de vrai. La certitude, dit-il finalement, que je pouvais gérer tout ce qui se présentait. Il regarda ses mains, les callosités et les cicatrices et les preuves spécifiques d'une vie qui avait été énorme et qui était maintenant contenue dans un fauteuil. Je n'étais pas un homme modeste. Je savais de quoi j'étais capable et j'y faisais entièrement confiance. Une pause. Et maintenant, je me réveille chaque jour et je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça... Il fit un geste vers lui-même, vers le fauteuil. Ce que tout ça peut faire, je découvre au fur et à mesure. Ça a l'air terrifiant, dit-elle. Ça l'est. Ça a aussi l'air, dit-elle prudemment, de ce que tout le monde ressent tout le temps, et la plupart d'entre nous ne l'admettent tout simplement pas. Il la regarda longuement. Vous êtes toujours aussi têtu, dit-il, seulement quand quelqu'un a besoin que je le sois. Il a presque souri, presque, et puis elle a posé la dernière question. La vraie, celle sous les autres. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur en ce moment, dans tout ça? Le fauteuil tourna légèrement, s'arrêta. Vous décevoir, dit-il, quand ça comptera. Elle ne dit rien. Je peux planifier, dit-il. Je peux voir ce qui arrive. Je peux mettre une balle exactement où elle doit aller à 50 yards depuis un fauteuil dans le noir. Sa voix était égale, factuelle, mais en dessous, quelque chose qui lui coûtait. Mais quand le moment viendra, quand ils seront vraiment là et que ça se passera vraiment, je ne sais pas si ça aura le fauteuil à nouveau, le geste sera suffisant. Elle laissa cela en suspens. Moi non plus, dit-elle finalement. Il la regarda. Mais voici ce que je sais, dit-elle. Je gère cet endroit dans le doute depuis 5 mois. Je sais comment travailler avec l'incertitude. Et jusqu'à présent, elle regarda la cour, le ranch, les montagnes sombres derrière. Jusqu'à présent, nous sommes toujours là. Il soutint son regard et ne dit rien. Mais la chose qui était dans ses yeux depuis la vente aux enchères, cette fureur concentrée particulière, changea légèrement, ajouta une couche qu'elle n'avait pas eue auparavant. Elle est rentrée. Il est resté sur le porche et elle s'est endormie plus vite qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Les boards de conserve se sont déclenchés à 2 heures du matin. Pas fort. C'était ça le truc. Pas un fracas ou une détonation, juste le tintement silencieux d'une boîte heurtée par quelque chose qui se déplaçait dans le noir. Un petit son, un son prudent, le genre de son fait par des gens qui essaient de ne pas faire de bruit. Nora était sur ses pieds avant d'être complètement réveillée. Bottes, fusil de chasse. Dans la pièce principale, Breck était déjà sur le porche, le fusil verrouillé et chargé dans l'affût, le visage dans le clair de lune, dur, concentré, complètement sans surprise. Combien? Souffla-t-elle. Au moins 4, peut-être 5. Ses yeux parcouraient de la cour sombre, avec l'attention particulière d'un homme qui avait passé 20 ans à traquer des choses dans la pénombre. Nord et Est, ils se sont séparés. Elle pouvait les entendre maintenant, pas un mouvement exactement, l'absence de son dans des endroits où il devrait y avoir un son ambiant. Le bétail s'était tu, les oiseaux de nuit. Tout s'était retiré de quelque chose dont il ne voulait pas être proche. La grange, dit Breck. Elle regarda et le vit. Le faible scintillement orange à la base du mur ouest de la grange qui grandissait. Non, elle bougea. Il lui attrapa le bras. Ne courez pas dessus, dit-il. Bas, dur, c'est ce qu'ils veulent. Vous a découvert. Ils brûlent. Je sais ce qu'ils font. Restez sur le porche. Un coup de feu claqua dans l'obscurité. Haut, large. Avertissement ou entraînement. Breck fit pivoter l'affût du fusil vers la gauche, suivi,
attendit 2 secondes, 3, et tira. La détonation fut énorme dans la nuit silencieuse. De quelque part dans l'obscurité, un son, pas des mots, juste un son. Un, dit-il, plat, déjà en train de recharger. Nora leva le fusil de chasse, tira vers le mouvement de l'ombre à l'est qu'elle avait suivi. L'explosion illumina la cour pendant une fraction de seconde, assez longtemps pour voir une forme plongée au sol derrière l'abreuvoir. Elle rechargea, tira à nouveau, plus bas. La forme ne se releva pas. Deux, dit Breck. Mouvement du nord, rapide. Deux formes courant vers la grange avec quelque chose dans les mains. Nora fit pivoter le fusil de chasse. Breck fit pivoter l'affût. Il tira le premier. L'une des formes s'effondra. La seconde atteignit le mur de la grange et il y eut un son, puis le feu bondit. Non, dit Nora. La maison, dit Breck. Protégez la maison. La grange est... Je sais. Elle savait. Elle savait. Je sais ce qu'était la grange. Elle savait exactement ce qu'était la grange. 8 mois de sa sueur et des plans à moitié finis de Harold et les derniers bons souvenirs d'un homme avec qui elle avait été mariée pendant 11 ans et pour qui elle avait des sentiments compliqués et qu'elle aimait quand même, de la manière dont on aime quelque chose qui fait partie de sa vie avant de savoir ce que signifie aimer. Elle savait. Elle se tourna vers la maison. 2 autres tirs de la position de Breck. Méthodique, le son d'un homme qui ne panique pas, qui travaille. Puis, de la route, des sabots se retirant rapidement. Puis rien. Puis le son de la grange qui brûle. Nora se tenait au bord de la cour et la regardait partir. Le mur ouest d'abord, puis le toit, les vieilles bottes de foin s'enflammant et emportant tout avec elles. L'efficacité terrible et particulière du feu quand on lui a donné assez de matière pour travailler, et aucune raison d'être lent. Elle avait attrapé 2 seaux et les avait jetés avant que Breck ne lui attrape à nouveau le bras. « Laissez tomber, dit-il. Je peux? » « Vous ne pouvez pas. Et si vous essayez, vous ne ferez que vous faire tuer. La structure est déjà partie. » Elle le regarda. Son visage n'était pas facile, pas bien, mais stable. Le visage de quelqu'un qui avait fait un calcul et vivait avec le résultat. Elle regarda de nouveau la grange, regarda le toit s'effondrer, et quelque chose se brisa dans sa poitrine d'une manière très spécifique. Pas du chagrin exactement, pas de la rage exactement. Le sentiment particulier de regarder quelque chose que vous ne pouvez pas réparer devenir quelque chose que vous devez accepter. Elle ne pleura pas. Elle aurait été surprise d'elle-même si elle l'avait fait. Elle a juste regardé. « Ils reviendront, dit-elle. Oui, plus nombreux cette fois. Oui. » Elle se tourna pour lui faire face, la lumière du feu sur eux deux. L'odeur de fumée et de bois brûlé s'installant sur la cour comme une couverture. « Dites-moi que nous avons un plan, dit-elle. Nous avons le début d'un plan. Ce n'est pas la même chose qu'un plan. Non, dit-il, mais c'est ce que nous avons. Elle le regarda un long moment, puis elle hocha la tête et retourna à l'intérieur pour commencer à déterminer ce qu'il leur restait pour travailler. Le lendemain matin, Falk est revenu. Il est arrivé lentement, a regardé les ruines de la grange pendant un long moment sans parler. Puis il a regardé Nora. Quelqu'un de blessé? Non. Il a hoché la tête et descendu de son cheval, a fait le tour du périmètre des dégâts avec l'expression d'un homme qui commet quelque chose à la mémoire. « J'ai trouvé 2 des hommes dedans la nuit dernière, a-t-il dit, chez le médecin en ville. Ont-ils dit quelque chose? Ils ont dit qu'ils faisaient une promenade à cheval de nuit et qu'ils ont eu un accident. Bien sûr qu'ils l'ont dit. Bien sûr. Il est revenu se tenir devant elle. Je ne peux pas les arrêter. Je ne peux pas prouver que Dennett a ordonné cela. Je n'ai pas de témoin qui parlera et je n'ai pas de documentation. Et le juge de circuit... Je sais, a dit Nora. Vous me l'avez dit. Il a regardé Breck. Breck l'a regardé en retour. Il y a une chose, a dit Falk lentement. Si Dent lui-même vient, s'il se présente sur votre propriété, s'il donne un ordre directement devant moi, il a fait une pause. C'est différent. Je peux agir sur ça. Je peux arrêter sur ça. Donc, il doit venir lui-même, a dit Breck. Il doit venir lui-même. Et d'ici là, Falk a remis son chapeau. Vous êtes seul. Il a monté son cheval, puis il s'est arrêté, s'est retourné. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit à Nora. Je suis désolé pour la grange, pour... Il a fait un geste. Pour tout ça,
pour le ranch et la ruine et le poids de la chose que vous portez. Pour tout ça. Elle l'a regardé. Revenez quand vous pourrez vraiment aider, a-t-elle dit. Pas méchamment, il est parti. Ils ont travaillé comme si le monde touchait à sa fin, parce que d'une manière spécifique et limitée, c'était le cas. Nora a passé 2 jours à défricher chaque buisson et broussaille qui pourrait offrir une couverture à un homme s'approchant du nord ou de l'est. Ses mains étaient couvertes d'ampoules à midi le premier jour. À la fin du second, elle saignait à 2 endroits et elle les a enveloppés de bandes coupées d'une vieille chemise et a continué. Breck dirigeait, roulant d'un endroit à l'autre dans la cour, signalant les angles qu'elle y avait manqués, expliquant d'un ton patient et implacable d'un homme qui a calculé des trajectoires dans sa tête pendant 20 ans et trouve l'incapacité des autres à le faire légèrement déconcertante. Pourquoi un buisson qui semblait trop petit pour avoir de l'importance offrait en fait une dissimulation significative à l'angle d'approche de la route? Celui-là, a-t-il dit, c'est à peine un buisson. Coupez-le quand même. Elle l'a coupé. Il a renforcé le fauteuil à nouveau. Elle l'a regardé boulonner des bandes de fer au cadre de manière à rendre l'ensemble plus lourd, plus complexe et plus déterminé. Il a ajouté un deuxième levier de frein, un pour chaque main. Un affût de fusil amovible pour qu'il puisse déplacer l'arme à différentes positions. Un support de rangement sur le côté droit pour les munitions. Vous construisez une arme, a-t-elle dit. Je construis un outil. C'est ce que les gens disent des armes. Passez-moi la plus petite clé. Elle la lui a tendue. 3 jours plus tard, elle est sortie au crépuscule pour le trouver en train de tester le nouveau système de freinage, se bloquant en place, relâchant, bloquant, la répétition mécanique d'un homme qui refuse de laisser quoi que ce soit au hasard. Breck, a-t-elle dit. Il a continué à tester. Breck. Il s'est arrêté. Elle s'est assise sur les marches du porche, les coudées sur les genoux. La posture particulière de quelqu'un qui a trop travaillé et s'accorde 2 minutes de repos. S'ils viennent avec 20 hommes, a-t-elle dit, ils en auront plus de 20. S'ils viennent avec, nous ne pouvons pas combattre le nombre par le nombre. Nous n'avons pas le nombre. Il a posé la clé. Nous combattons le nombre avec la position, avec la préparation, en sachant exactement ce qui arrive et de quelle direction avant qu'il ne le sache. Nous le savons. Il l'a regardé. Et nous nous assurons que Dent vienne lui-même, car c'est le seul coup qui met fin à cela plutôt que de simplement le prolonger. Comment nous assurons-nous qu'il vienne lui-même? En faisant en sorte que rien ne se passe comme il l'a prévu, en lui coûtant assez d'hommes et assez de temps pour qu'il doive arrêter d'envoyer des gens et commencer à venir lui-même. Il a soutenu son regard. Il pense que vous êtes une femme seule sur un ranch en faillite avec un pour compagnie. Il va envoyer des hommes parce qu'envoyer des hommes est moins cher que de venir lui-même. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Elle a retourné cela dans sa tête. Cela signifie que nous devons d'abord survivre aux hommes, a-t-elle dit. Oui, peu importe combien il en envoie. Oui. Elle a regardé la cour, les lignes de vue dégagées, les positions qu'il avait marquées, l'étrange forteresse improvisée que leur maison était devenue. Très bien, a-t-elle dit, et elle laisse retourner au travail. La nouvelle est arrivée le matin le plus froid à ce jour. Falk encore, plus tôt que prévu, chevauchant plus vite que d'habitude. Il est descendu de son cheval et n'a pas pris la peine de faire des politesses cette fois, ce qui lui a tout dit avant qu'il ne dise un mot. Le juge de circuit, a-t-il dit. Dane l'a atteint plus vite que je ne le pensais. Il a regardé son chapeau, pas elle. La réclamation sur votre propriété a été déposée formellement, ce qui signifie que Dent n'a plus besoin d'envoyer des hommes pour vous faire peur. Il a fait une pause. Il va venir lui-même avec assez de gens pour que ce soit final. Nora n'a rien dit. Combien? Dit Breck. D'après ce que j'entends, 25, peut-être plus. Il recrute dans 3 comtés. Quand? Fin du mois, peut-être plus tôt. Falk a regardé Nora. Je veux que vous m'entendiez, a-t-il dit. Je sais que vous avez décidé de rester. Je sais que je ne peux pas changer ça. Mais j'ai besoin que vous compreniez ce que 25 hommes armés signifient en termes pratiques. Même avec, il a fait un geste vers Breck, vers le fauteuil, vers les ajouts en fer. Même avec tout ce que vous avez fait ici, les chiffres ne... Je sais ce que les chiffres signifient, a dit Nora. Alors vous savez, je sais, elle l'a regardé fixement. Et je suis toujours là.
Falk a fermé la bouche, l'a ouverte, l'a refermée. Il y a autre chose, a-t-il dit. Quelque chose que je ne devrais probablement pas vous dire, et je vais vous le dire quand même. Breck l'a regardé. Il y a un homme, a dit Falk prudemment, un des habitués de Dent, du nom de Tanner Briggs. Il a regardé Breck en le disant, a regardé attentivement. Breck est devenu très immobile. Pas l'immobilité de la surprise, l'immobilité de quelque chose de confirmé. Vous connaissez ce nom? A dit Falk, je suis... Oui, a dit Breck. Il était avec vous, a dit Falk, sur la montagne il y a 3 ans. C'était mon guide, a dit Breck. Il connaissait le terrain que je voulais travailler. Je l'ai payé pour me faire monter par une approche spécifique. L'approche qui passait par la zone d'éboulement. L'approche, m'a-t-il dit, était stable. Quelque chose dans la voix de Breck, pas de la colère. Plus froid que la colère. Le ton de quelqu'un qui porte une question depuis 3 ans et qui voit la réponse arriver. J'ai toujours pensé, j'ai supposé qu'il avait fait une erreur, un jugement sur les conditions qui s'est avéré faux. Il n'a pas fait d'erreur, a dit Falk. Le silence qui a suivi était énorme. Dunn voulait cette section de la montagne, a dit Falk tranquillement. Les droits de piégeage, les voies d'accès. Vous étiez le seul opérateur indépendant à y travailler régulièrement, le seul dont le retrait dégagerait la voie. Il s'est arrêté. Je ne peux pas le prouver. Je veux que vous sachiez que je ne peux pas le prouver, mais j'entends des choses depuis 3 ans, et je le crois. Breck n'a rien dit. Ses mains sur les accoudoirs du fauteuil, pas des poings cette fois plates, ouvertes, très immobiles. 3 ans, a-t-il dit finalement. Je suis désolé, a dit Falk, et il le pensait. 3 ans, j'ai pensé que c'était la montagne. Sa voix n'était rien de reconnaissable, vidée de ton. 3 ans, j'ai pensé que j'avais juste mal jugé, été négligent, que c'était de ma faute. Je sais. Tanner Briggs, a-t-il dit, juste le nom, comme quelque chose qu'on pose. Il travaille pour Dent depuis, faisant des courses, le genre de courses dont les gens ne parlent pas. Falk a fait une pause. Il fera partie de tout ce que Dent amènera à votre porte. Breck a regardé les montagnes, la ligne lointaine des Rocheuses devenant bleue à cette heure. Les montagnes qui lui avaient tout pris, sauf qu'elles ne l'avaient pas fait. Un homme l'avait fait, et cet homme allait franchir cette porte à la fin du mois. Très bien, a dit Breck, la voix de retour. Stable maintenant, délibérément stable. Merci de me l'avoir dit. Falk a hoché la tête, musique a monté, les a regardés tous les deux une dernière fois. Je viendrai quand je pourrai, a-t-il dit. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire, mais je viendrai. Il est parti. Nora est restée à côté du fauteuil de Breck et n'a rien dit pendant un moment. Les montagnes étaient très claires aujourd'hui, de la manière dont elles le deviennent avant le mauvais temps. Je suis désolé, a-t-elle dit finalement. Ne le soyez pas. Il regardait toujours les montagnes. Ça change les choses, mais ça ne change pas ce que nous devons faire. Est-ce que ça change ce que vous ressentez à propos de... Oui, a-t-il dit, mais c'est pour plus tard. Il a tourné le fauteuil, l'a regardé directement. Pour l'instant, j'ai besoin de penser aux angles. Elle a hoché la tête et est rentrée pour mettre plus de café, parce que c'est ce que vous faites quand la personne à côté de vous a besoin de penser. Vous vous écartez et vous la ravitaillez en produits de passeuse, et vous faites confiance au fait qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle avait appris cela spécifiquement au cours des 3 dernières semaines. Cette confiance n'était pas un sentiment. La confiance était une décision que vous preniez et sur laquelle vous agissiez chaque jour. Même quand vous n'étiez pas sûr, surtout quand vous n'étiez pas sûr. Elle a versé 2 tasses et ressorti. On a posé une à côté de lui sans demander. Il l'a prise et ils se sont assis dans le matin froid et clair et ont regardé les montagnes et ont pensé à ce qui allait arriver ensemble. Les jours avant une tempête ont une qualité spécifique. Pas la tempête elle-même, pas les conséquences, les jours avant. Quand l'air devient trop clair et trop froid et que tout devient très silencieux, de la manière dont les êtres vivants deviennent silencieux quand ils savent que quelque chose arrive et ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre. Nora avait grandi en lisant la météo. 20 ans de matin à regarder le ciel et à décider de ce que la journée allait être. Elle connaissait la qualité de l'air en attente. C'était ça. Et ça n'avait rien à voir avec la météo. Ils ont travaillé comme si les jours étaient comptés, parce qu'ils l'étaient.
Breck avait la carte étalée sur la table de la cuisine chaque matin avant qu'elle n'ait fini de faire le café. Pas la toile au fusain du début. Une nouvelle, plus détaillée. 4 semaines d'observation et de calculs condensés en ligne, en marques et en petites notations qui signifiaient des choses spécifiques pour un type d'esprit spécifique. Son esprit, auquel elle en était venue à faire confiance de la manière dont on fait confiance à une chose qui a fait ses preuves. Pas aveuglément, pas facilement, avec la confiance particulière qui vient de voir quelque chose fonctionner à plusieurs reprises dans des conditions réelles. Ici, a-t-il dit un matin, son doigt sur l'approche de la route. La colonne principale vient tout droit. C'est comme ça que Dan pense. Ce n'est pas un tacticien. C'est un homme qui possède des choses. Il veut être vu arriver. Le doigt s'est déplacé vers l'est. Une paire de flancs depuis la crête, peut-être 2 paires. Mais la colonne est la déclaration. Et nous utilisons ça, nous utilisons ça. Il s'est adossé. Nous le laissons venir, nous le laissons s'arrêter, nous le laissons faire son discours. Une pause. Et puis rien ne se passe comme il l'a prévu. Elle a versé son café, l'a posé, s'est assise en face de lui. Dirige-moi les points de défaillance, a-t-elle dit. Il a levé les yeux. Vous avez dit une fois que plus un plan est détaillé, plus on peut voir clairement où il se brise, a-t-elle dit. Alors dites-moi où celui-ci se brise. Il l'a regardé un moment, puis il lui a tout dit. Chaque endroit où le plan pourrait se fissurer, chaque hypothèse qui pourrait être fausse, chaque moment où le calcul exigeait que quelque chose se produise qui n'était pas garanti. Elle a tout écouté. D'accord, a-t-elle dit quand il a fini. D'accord, nous ne pouvons pas réparer la plupart de ces points. Alors, nous les reconnaissons et nous avançons. Elle a pris son café. Ceux que nous pouvons réparer, dites-les-moi. Et ils ont passé le reste de la matinée à réparer ce qui pouvait être réparé. Les préparatifs n'étaient pas glamour, ce qui, pensait Nora, était la façon dont la plupart des choses importantes fonctionnaient. La version glamour existait dans le récit après coup. La version réelle impliquait des ampoules, de la frustration et la misère spécifique de transporter des choses lourdes sur un sol gelé avant le lever du soleil. Elle a défriché les broussailles pendant 2 jours d'affilée, chaque parcelle de couverture à moins de 50 yards de la maison, derrière laquelle un homme pourrait se cacher. Breck dirigeait depuis la cour, roulant à chaque position, vérifiant les angles, signalant les endroits qu'elle avait jugés acceptables et qu'il jugeait insuffisants. Celui-là. Je l'ai eu. Les racines descendent plus bas. Je suis allé jusqu'aux racines. Les racines s'étendent d'un autre pied vers l'est. Elle a regardé la souche, l'a regardé. Vous faites ça exprès, a-t-elle dit. Je fais ça parce qu'un homme peut s'allonger à plat derrière ce système racinaire et avoir une vue dégagée sur le porche. Elle a pris la hache, il avait raison. Il avait toujours raison sur les angles. Ça devenait quelque peu irritant. Merci, a-t-il dit quand elle a fini. J'ai besoin d'une nouvelle paire de mains, a-t-elle dit. Les miennes ont des opinions maintenant. Des ampoules, des opinions. Il a presque souri, le coin de sa bouche. Juste ça. Elle est retournée au tas de bois. La nuit, elle ne pouvait pas dormir et n'essayait pas très fort. Elle était allongée sur le lit de camp dans la pièce principale. Elle avait cessé d'utiliser la chambre du fond, bien qu'aucun d'eux n'ait discuté pourquoi, et écoutait Breck travailler à l'établi près de la fenêtre. Métal contre métal, le son silencieux et concentré d'un homme résolvant des problèmes avec ses mains. Parfois, elle le regardait. Il ne le savait pas. Ou peut-être qu'il le savait et choisissait de ne pas le mentionner. Les deux étaient impossibles avec Breck. Ses mains se déplaçaient à travers le travail avec une précision presque musicale. Prendre la pièce, l'évaluer, limer, mesurer, limer à nouveau, la poser et prendre la suivante. Pas de mouvement gaspillé, pas d'hésitation. Le corps connaissant son travail et le faisant sans que l'esprit n'ait à micro-gérer chaque étape. Elle avait passé 11 ans à regarder Harold travailler. Harold travaillait avec enthousiasme, improvisation et un optimisme fondamental quant aux résultats qui étaient parfois justes et plus souvent non. Elle l'avait aimé pour ça. C'était différent. C'était le travail de quelqu'un qui avait fait des choses difficiles dans des endroits difficiles pendant longtemps et comprenait que la différence entre survivre et ne pas survivre était généralement la qualité de sa préparation. Elle s'est endormie en regardant ses mains. C'était, penserait-elle plus fort, l'une des meilleures façons dont elle s'était jamais endormie.
Falk est revenu 4 jours avant. Pas avec des nouvelles exactement, plutôt une confirmation. Des rumeurs de la ville disaient que Dent recrutait des hommes depuis une semaine, payant bien le genre de salaire qui signifiait qu'il s'attendait à une résistance et voulait la surpasser en nombre par une marge suffisante pour que cela n'ait pas d'importance. 23 cavaliers confirmés, peut-être plus. Falk se tenait dans la cour, son chapeau à la main, et leur a dit cela avec l'expression d'un homme prononçant une sentence qu'il n'avait pas réussi à contourner. J'ai déposé quelque chose, a-t-il dit. À la fin, presque comme une pensée après coup, sauf que non. Breck l'a regardé. La nuit où votre grange a brûlé, a dit Falk, c'est là que je l'ai déposé, il y a 6 semaines. Je constitue un dossier sur Dawn depuis 4 ans, et cette nuit-là m'a finalement donné assez. Il s'est arrêté. Je ne vous l'ai pas dit parce que je ne savais pas s'il viendrait, et je ne voulais pas vous donner quelque chose sur quoi compter qui pourrait ne pas arriver. Silence, les Marmon. Il pourrait venir, a dit Falk. Je ne sais vraiment pas. La demande est remontée dans la chaîne hiérarchique et je n'ai pas eu de nouvelles. Et c'est soit bon, soit mauvais, et je ne peux pas dire lequel. Nora a regardé Breck. Breck a regardé Falk. Vous venez? A dit Breck. Oui, a dit Falk sans hésitation. Alors nous planifions sans la paix fédérale, a dit Breck. Et s'il se présente, nous nous ajustons. Falk a hoché la tête, a remis son chapeau. Dites-moi où vous me voulez, a-t-il dit. La nuit d'avant, aucun d'eux n'a fait semblant d'essayer de dormir. Ils se sont assis sur le porche dans le froid. La température avait chuté tout au long de la soirée et continuait de baisser. Leur souffle sortait en petits nuages. Les étoiles étaient extravagantes. Le genre de ciel qui n'arrive que lorsque l'air est propre, froid et complètement honnête. La cour était transformée. Des barils empilés le long de la balustrade du proche, remplis de terre et de sable, assez pour arrêter une balle de fusil à 50 yards. La plateforme du coin est, en bois brut, construite à la hauteur et à l'angle spécifique qui permettait à Breck de faire pivoter l'affût sur toute l'approche et sans se repositionner. L'approche ouest bloquée avec du bois de récupération traîné en place pendant 3 jours. Les fils, les positions, les munitions stockées à des endroits spécifiques, à des hauteurs spécifiques pour que les mains puissent les trouver dans le noir sans regarder. Leur maison, qui était aussi maintenant la position la mieux défendue à 20 miles à la ronde. Puis-je vous demander quelque chose? A dit Nora. Vous le ferez de toute façon. C'était devenu une chose entre eux, un petit rituel. Elle le demandait si elle le pouvait demander, il lui rappelait que la demande était une formalité, et elle le demandait quand même. À quoi pensez-vous en ce moment? Il était silencieux. Pas à la stratégie, a-t-elle dit, pas aux angles. À quoi pensez-vous vraiment? Il a tourné légèrement les roues, le petit mouvement qu'elle avait appris à lire comme lui s'installant dans quelque chose de réel. Aux montagnes, a-t-il dit, le matin après l'éboulement. Quand je me suis réveillé et que je ne pouvais pas, il s'est arrêté. Quand j'ai compris ce qui s'était passé, il a regardé la ligne de crête sombre. J'ai pensé, c'est ça. C'est toute la vie maintenant. Si petite, si limitée. Sa voix était égale, prudente. J'ai pensé que le monde était devenu très petit et allait le rester. Elle n'a rien dit, a juste écouté. Et puis vous êtes arrivé, a-t-il dit, et vous m'avez amené dans un endroit qui était aussi petit. 50 acres et une grange qui fuyait et une clôture qui ne pouvait pas tenir debout. Il a fait une pause, et d'une manière ou d'une autre, cela semblait différent. Pourquoi? Parce que vous le choisissiez, a-t-il dit. Vous choisissiez de faire quelque chose à partir de ça, pas d'accepter la petitesse, de construire à l'intérieur. Il l'a regardé. C'était de nouveau, je n'avais jamais vu ça avant. Elle a regardé les montagnes. Harold disait que je rendais les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être, a-t-elle dit. Que je prenais plus que nécessaire. Que j'avais, elle se souvint du mot exact, une relation compliquée avec le repos. Harold n'avait pas tort à ce sujet. Non, a-t-elle dit, il n'avait pas tort. Elle a fait une pause. Mais les relations compliquées avec le repos construisent des choses qui durent. Et je préfère construire quelque chose de compliqué que de me reposer dans quelque chose d'ordinaire. Il a soutenu son regard. Oui, a-t-il dit simplement. Juste ça. Et puis, Nora. Quoi qu'il arrive demain, il l'a dit prudemment, comme un homme choisissant chaque mot avec la pleine conscience de son poids.
J'ai besoin que vous sachiez que ça... Il s'est arrêté, a recommencé. Que vous étiez la chose que je ne savais pas que je cherchais. Avant la montagne, pendant, après. J'ai mains sur les accoudoirs du fauteuil, pas des poings ouvertes. J'aurais été une personne très différente si je n'avais jamais été acheté à cette vente aux enchères. Elle l'a regardé un long moment. Pire ou meilleur, a-t-elle dit. Différente, a-t-il dit. Juste différente, et je n'aurais jamais su ce que je manquais. Elle a tendu la main, a pris la sienne. Ses doigts se sont enroulés autour des siens avec l'instinct de quelque chose de pratiqué, comme si c'était une chose qu'ils avaient toujours faite. Comme si les 3 mois à ne pas le faire avaient été l'anomalie, et que c'était le retour à la normale. Nous serons encore là demain, a-t-elle dit. C'est ce que je prévois. Vous ne le savez pas non plus. Non, a-t-elle dit, mais c'est un meilleur plan que l'alternative. Il lui a serré la main. Ils sont restés assis jusqu'à ce que le froid les pousse à l'intérieur, et aucun d'eux n'a mentionné qu'ils se sont assis près l'un de l'autre sur le lit de camp jusqu'au matin, avec le feu qui brûlait bas, et les fusils à portée de main, et tout le poids compliqué de 2 mains pesant sur le toit. Certaines choses n'ont pas besoin d'être mentionnées. Ils sont venus avec le son d'un tonnerre lointain qui n'était pas du tonnerre. Des sabots, le sol transmettant le message à travers les planches du porche avant que les oreilles ne le captent pleinement. Bas, continu, trop nombreux pour être comptés au son seul. Nora se tenait à la balustrade du porche et respirait, dedans, dehors, les mains sur le fusil de chasse, stable. Elle les avait rendus stables grâce à 2 semaines de pratique, et elle les maintenait ainsi par pure décision. Breck était à la plateforme du coin est, le fauteuil verrouillé en position, le Sharps dans l'affût, sa posture, l'immobilité particulière d'un homme qui a fait une chose difficile de nombreuses fois, et sait que l'immobilité n'est pas la même chose que de ne pas être prêt. Falk était à la clôture est, hors de vue, écoutant. Et puis ils sont apparus au détour de la route. 23 cavaliers, Wallace Dent en tête. Il avait de l'air différent des visites d'affaires. Même vêtements, même calme, mais quelque chose en dessous avait changé. La patience était partie. La patience qui avait donné à ses visites précédentes l'impression d'options offertes plutôt que de menaces proférées. Ce n'était pas une offre. Il a chevauché jusqu'à la porte et s'est arrêté, et ses hommes se sont déployés derrière lui de la manière pratiquée des hommes qui avaient fait ce genre de choses auparavant pour de l'argent et comprenaient la géométrie de l'intimidation. Il a regardé la maison, le porche barricadé, la cour fortifiée, l'affût de fusil en phare à la plateforme du coin avec l'homme en fauteuil derrière. Il a regardé tout ça et il a souri comme si c'était une curiosité, comme si le plus que cela pouvait être était intéressant. « Madame Calloway », a-t-il appelé, la voix portant facilement dans l'air froid. « J'ai été patiente avec vous. Je veux que vous sachiez que je reconnais que la patience coûte quelque chose, et j'en ai dépensé beaucoup. » Il a fait une pause. Elle est partie maintenant. Nora s'est avancée au bord du porche. « Vous n'êtes pas le bienvenu sur ma propriété », a-t-elle dit. Claire, sans tremblement. « Ce n'est pas votre propriété », a dit Dent. « Votre mari l'a cédé. Le tribunal l'a confirmé. C'est une affaire légale menée légalement, et je vous encourage à le voir de cette façon. »« Partez », a-t-elle dit. « Madame Calloway, partez. » Il a soupiré, le soupir particulier d'un homme jouant une patience qu'il ne ressent plus. Puis il a regardé la plateforme du coin est, Breck, et quelque chose a bougé sur le visage de Dan. La reconnaissance et en dessous, autre chose, quelque chose qu'elle appellerait de la satisfaction si elle était malveillante, ce qu'elle était. « Crane », a-t-il dit, s'adressant directement à lui comme si Nora n'était plus la partie pertinente. « Je sais que vous m'entendez. Je veux que vous compreniez quelque chose. » Il a gardé sa voix raisonnable, conversationnelle. « Ce qui s'est passé sur la montagne était une décision d'affaires. Vous occupiez un territoire dont j'avais besoin. Tanner m'a dit que vous étiez tombé dans l'éboulement. Je l'ai cru sur parole. » Une pause. Apparemment, il a été imprécis. Breck n'a rien dit. Nora a regardé ses mains sur les accoudoirs du fauteuil, ouvertes, plates, immobiles. « Je ne suis pas rancunier », a dit Dent. « J'aimerais que vous preniez cela en considération si vous souhaitez vous retirer de cette affaire. » Eh bien, il a jeté un coup d'œil au fauteuil. « Si vous souhaitez partir, l'offre s'étend également à vous. » » « Toujours rien de la part de Breck. » Dent a regardé l'affût du fusil,
le porche fortifié, toutes les preuves de ce que deux personnes avaient construit contre lui, et le sourire a disparu. Brûlez-le, a-t-il dit à ses hommes, d'un ton conversationnel, comme un homme décidant quoi commander au dîner. Tout, la maison, ce qui reste de la grange. Nous laisserons le tribunal régler la question de la terre après. Ces hommes ont commencé à avancer et Breck a tiré dans le sol, à 6 pieds devant le cheval de Dentsom. La détonation fut énorme. Le cheval a fait un écart violent. Dunn a attrapé les rênes et pendant une seconde suspendue et significative, 23 hommes ont cessé de bouger et le matin s'est devenu complètement silencieux. Entrez sur cette propriété, a dit Breck, sa voix portant jusqu'à la clôture où Falk écoutait. Et la prochaine balle ira plus haut. Dunn a maîtrisé son cheval, a regardé le fauteuil, l'homme dedans. Prenez-le, a-t-il dit, et puis c'est devenu réel. Les flanqueurs de l'Est ont bougé les premiers. 4 cavaliers poussant à travers les broussailles vers la clôture. Breck faisait déjà pivoter l'affût, se déplaçant en douceur et avec précision sur 40 degrés, et le premier tir a abattu le cheval du cavalier de tête aux genoux. L'animal s'est effondré lourdement et le cavalier a roulé sur le sol gelé. Le deuxième cavalier a heurté le fil. Le fil que Breck avait tendu 3 nuits auparavant, à 6 pouces du sol, invisible dans les broussailles. Le cheval s'est effondré en hurlant, le cavalier par-dessus et dans la terre à toute vitesse. Nora bougeait avant d'avoir complètement décidé de bouger. Balustrade est du porche, fusil de chasse levé. Le troisième cavalier flanqueur essayait de contrôler un cheval qui avait vu 2 chevaux tomber et avait des opinions sur la poursuite. Elle a tiré. L'explosion a illuminé le matin et le cavalier a plongé sur le côté du cheval et le cheval s'est emballé vers le sud et ne s'est pas arrêté. Le groupe principal a heurté la barricade exactement comme prévu. Le bois empilé sur l'approche ouest, les forçant à droite. Les barils à l'est, les forçant à gauche. L'espace au milieu, l'espace que Breck avait conçu. L'espace qui ressemblait à un oubli, mais qui était un entonnoir délibéré les canalisant dans la zone de tir de 30 yards directement devant le poche. Breck tirait dedans. Pas vite, délibérément. Chaque tir avec une pause derrière. La pause d'un homme qui sait où la balle va avant de presser la détente et prendre la demi-seconde pour le confirmer. Faire. Pause. Tire. Pause. Le son méthodique de cela était presque pire que le chaos n'aurait été. Nora s'occupait des approches proches. La portée du fusil de chasse était limitée, mais le porche était un espace confiné, et c'est là que le fusil de chasse excellait. Un homme a franchi la pile de barils du côté est, et elle a balancé la crosse et l'a touché à l'épaule, et il est tombé sur le côté dans le baril, et elle a reculé et a tiré, et il ne s'est pas relevé. Elle a rechargé, ses mains stables, parce qu'elle les avait rendues stables. « Torche », a dit Breck. Elle a regardé. 2 cavaliers se détachant du chaos avec quelque chose dans les mains. Quelque chose qui brûlait, venant à toute vitesse vers la maison depuis le nord, où l'approche était la plus claire. Breck a suivi le premier, a tiré. Le cavalier est tombé à 20 yards et la torche est tombée dans la terre et a crachoté. Le second est passé. La torche a tracé une longue courbe orange dans l'air froid et a heurté le coin sud du toit du porche. De vieux bardeaux, secs d'un été sans assez de pluie. Ils ont pris feu. « Non !» a soufflé Nora. Elle s'est précipitée vers la couverture sur la balustrade. La couverture mouillée qu'elle avait accrochée là exactement pour ça, l'a attrapée et l'a jetée sur la flamme avant qu'elle ne puisse se propager. La chaleur lui a frappé le visage. Elle a frappé dessus, la fumée épaisse et chaude dans ses yeux, toussant, continuant de frapper, continuant de frapper. « Nora !» La voix de Breck, dure. « N'arrêtez pas. » Elle n'a pas arrêté. Elle a frappé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à frapper. Et la fumée était tout ce qui restait, et ses bras tremblaient, et ses poumons brûlaient. Et elle s'est retournée vers la cour avec la couverture en ruine toujours dans ses mains, et a vu 3 hommes à la balustrade du porche en train de la franchir. Elle a laissé tomber la couverture et a attrapé le fusil de chasse sur la balustrade où elle l'avait appuyé et a tiré sur le premier homme, et le deuxième homme lui a attrapé le bras, et elle l'a laissé faire parce qu'elle était déjà en train de balancer le fusil vers sa tête. La crosse a connecté. Il a lâché son bras. Elle a reculé, a tiré à nouveau.
Le troisième homme était par-dessus la balustrade et venait vers elle, et il lui restait une cartouche et elle l'a utilisée et le Porsche est devenu silencieux. Elle a rechargé, a levé les yeux vers la cour. La cour était un chaos, et aussi pas un chaos contrôlé. La violence organisée spécifique d'un plan qui fonctionnait à peu près comme prévu, avec les exceptions spécifiques que tout plan a lorsqu'il rencontre la réalité. Le fusil de Breck tirait toujours. Tir, pose, terre, et les cavaliers restants se retiraient. Elle l'a vu. Le moment où ça a basculé. Le moment où les hommes qui étaient encore à cheval ont commencé à se regarder au lieu de regarder la maison. Le moment où le calcul a changé. Le moment où ils ont commencé à faire le calcul de ce que cela coûtait par rapport à ce que cela était censé coûter. Un cavalier a tourné son cheval, puis un second, puis trois autres. « Tenez !» a dit Breck, assez fort pour être entendu de la position de Falk. « Tenez la ligne !» La voix de Dent a percé. « vous tenez maintenant, revenez !» Et puis Tanner Briggs a craqué. Elle l'a vu, le cheval gris à l'arrière du groupe tournant vers l'est, les talons de Tanner s'enfonçant durement, fuyant, fuyant. « Marshall !» La voix de Breck contrôlée. Dirigé vers l'est. Et Falk bougeait déjà. Deux cavaliers de la clôture ont coupé la route à Tanner avant qu'il n'atteigne les broussailles. L'ont ramené durement, le cheval gris se débattant contre les cavaliers qui le flanquaient. Tanner se débattant contre les cavaliers qui le flanquaient. Et puis, de la route sud. Des sabots différents, un rythme différent, plus rapide, plus déterminé et plus nombreux que la paire de flancs. 8 cavaliers arrivant à toute vitesse, et sur le manteau du cavalier de tête, captant la lumière du matin, un insigne fédéral. Les Marshalls se sont déplacés dans la cour comme de l'eau, trouvant son niveau, efficace, sans hâte, la confiance particulière de l'autorité qui a des papiers derrière elle. Les hommes restants de Dent se sont rendus avec des degrés de grâce variables. Certains se sont arrêtés immédiatement. D'autres ont eu besoin d'un moment pour évaluer la nouvelle situation et conclure que l'évaluation aboutissait au même résultat. Seuls 2 ont fait un effort pour résister, et cet effort a duré environ 4 secondes avant de cesser. Nora se tenait sur le porche, le fusil de chasse pendant lâchement dans ses mains, et regardait la scène se dérouler. Ses oreilles bourdonnaient à cause des tirs. Ce son aigu particulier qui vient d'un bruit trop fort et trop proche et qui ne disparaît pas pendant des heures. À travers le bourdonnement, elle pouvait entendre les Marshalls, Dent, ses hommes, les chevaux, les sons ordinaires d'un matin qui venait de cesser d'être extraordinaires. Le marshal en chef était un homme large, au visage buriné, aux yeux patients. Il a chevauché droit vers Dan et s'est arrêté. « Wallace Dan, plat, professionnel. Vous êtes en état d'arrestation, fraude foncière, coercition, complot en vue de commettre des violences contre des personnes et des biens. » Il a mis la main dans son manteau. « Et la liste est longue. Je vous la lirai formellement dans un endroit plus calme. » Dent le fixa. « Au nom de qui? »« Fédéral, » a dit le marshal, « ce qui supplante vos arrangements locaux. » Une pause. « Y compris le juge, » a ajouté le marshal, qui fait également l'objet d'une enquête. Affaires différentes, jours différents, mais liés. Dent est resté très immobile, et Nora a observé le moment spécifique où un homme qui a cru pendant des décennies qu'il était intouchable comprend qu'il ne l'est pas. Cela a traversé son visage comme la météo. L'incrédulité d'abord, puis le calcul. Le réflexe d'un homme dont la première réponse à toute situation est de trouver l'angle. Puis le calcul échouant à produire un angle. Puis quelque chose en dessous de tout ça, il avait l'air vaincu. Et en dessous, quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à reconnaître. Le visage d'un homme qui avait passé 40 ans à essayer de s'assurer que personne ne pourrait plus jamais rien lui prendre. Et qui s'était retrouvé ici quand même, menotté sur une terre qu'il n'avait jamais vraiment possédée. Elle n'a pas eu pitié de lui, mais elle l'a compris. Juste assez, juste pour une seconde. Et puis c'est passé, alors que les Marshalls le déplaçaient vers son cheval. Dent s'est tourné, non pas vers Nora, mais vers Breck, vers le fauteuil sur la plateforme du coin est, vers l'homme qui venait de passer la dernière heure à être précisément, méthodiquement, indiscutablement suffisant. « Vous êtes toujours un homme dans un fauteuil sur la terre de quelqu'un d'autre, » a dit Dent tranquillement. Pas vicieux, presque interrogateur, comme s'il était en train de comprendre quelque chose. Même maintenant, même après tout ça, c'est toujours ce que vous êtes. Breck le regarda un long moment,
les yeux gris, stables. Cette qualité d'attention qui était là depuis la vente aux enchères, depuis avant, probablement depuis avant la montagne, depuis toujours, juste dirigée différemment maintenant. Vous avez raison, a dit Breck. Je suis dans un fauteuil sur la terre de la femme que j'ai choisi de soutenir. Il a soutenu le regard de Dent sans effort. Et vous êtes menotté sur une terre que vous avez passé 3 ans à essayer de voler. Alors, il a fait une pause. Je ne pense pas que le fauteuil soit le fait le plus pertinent ici. Dent l'a regardé, a détourné le regard et a été conduit à son cheval. Tanner Briggs a été amené sur le porche. Les 2 marshals qui l'avaient intercepté lui tenaient les bras. Il regardait le sol, pas de manière honteuse, mais de la manière de quelqu'un qui a décidé que ne rien regarder est la politique la plus sûre. Breck a roulé jusqu'au bas de la rampe. « Regardez-moi », a-t-il dit. Tanner ne l'a pas fait. Lentement, Tanner Briggs a levé les yeux et voilà. Le malaise spécifique d'être regardé par la personne à qui vous avez fait un tort qui ne peut être réparé. Pas de la culpabilité exactement, quelque chose de plus fondamental. Le malaise d'être vraiment vu par quelqu'un que vous espériez ne jamais revoir. Breck l'a regardé longuement. Nora s'est reculée. Ce n'était pas son affaire. Elle l'a compris. 3 ans, a dit Breck, pas fort, pas en colère d'une manière qui se voyait. J'ai passé 3 ans à penser que c'était de ma faute, que j'avais été négligent, que j'avais mal jugé la montagne. Il s'est arrêté. C'était des beaux coups à porter. Tanner n'a rien dit. Vous allez tout dire au Marshal, a dit Breck. L'itinéraire, ce que Dent vous a dit, ce que vous m'avez dit sur les conditions ce jour-là, ce que vous avez fait après. Il l'a dit de la manière dont il énonçait des plans, sans place pour la négociation. Et puis vous le direz au tribunal, et puis vous le signerez. La mâchoire de Tanner est travaillée. Et si je ne le fais pas, alors je passerai le temps qu'il me reste à m'assurer que tout le monde dans 4 États sache exactement ce que vous êtes, a dit Breck. Et le truc avec un guide qui vend son client à une avalanche pour de l'argent, c'est que son nom ne s'en remet pas. Pas dans ce territoire. Nulle part dans ce territoire. Une pause. Je connais des hommes qui piègent d'ici à la frontière du Wyoming, a dit Breck. Je connais des hommes qui sont dans ces montagnes depuis 30 ans. Chacun d'eux connaîtra votre nom au printemps si vous ne coopérez pas. Il a regardé Tanner fixement. Ce n'est pas une menace. C'est une explication de la façon dont les choses fonctionnent. Tanner l'a regardé. « Je ne savais pas que vous survivriez », a-t-il dit finalement, tranquillement. Quand Dent a dit « Je pensais que ce serait rapide, propre. Je ne pensais pas que vous… » Ce n'est pas une explication, a dit Breck. C'est juste la partie où vous vous dites que c'est moins grave que ça ne l'est. Il a soutenu le regard de l'homme. Vous avez choisi l'argent plutôt que la vie d'un homme. Ce que vous pensiez qu'il arriverait après ne change pas ce que vous avez choisi. Tanner a fermé la bouche et a hoché la tête. Une fois, les Marshals l'ont emmené et Breck est resté au bas de la rampe un moment, juste assis. Nora est venue s'asseoir sur la marche inférieure du porche, assez près pour que leurs épaules se touchent presque. Il n'a rien dit. Elle n'a rien dit. La cour autour d'eux était pleine d'activités. Des marshals documentant, des chevaux gérés. Les hommes restant dedans étant traités de diverses manières pratiques. Tout cela se passait autour d'eux comme s'ils étaient un point fixe au centre de tout. Après un moment, il a dit « Je pensais que je ressentirais plus quand je le verrais enfin. »« Que ressentez-vous ?»« Fatigué, a-t-il dit, et fini avec ça. » Il a regardé ses mains, ce qui est probablement la bonne chose à ressentir. « Oui, a-t-elle dit, je pense que oui. » Elle s'est assise à côté de lui sur la marche inférieure, assez près pour que leurs épaules se touchent. Aucun d'eux n'a rien dit. La cour a continué ses affaires autour d'eux, et ils se sont assis dans la cour en ruine pendant que le monde se réorganisait autour d'eux et attendait de devenir quelque chose à partir de quoi ils pourraient construire. Le nettoyage a pris le reste de la journée, et le jour suivant, et des parties du jour d'après, parce que c'est comme ça que ça marche avec les choses qui se défont violemment. Elles ne se remettent pas en place rapidement. Elles se remettent en place par étapes. D'abord, on évalue, puis on enlève, puis on commence le long travail de décider ce qui sera reconstruit et ce qui sera entièrement remplacé. Falk est resté pour aider, ainsi que 2 des Marshals qui n'étaient pas nécessaires immédiatement ailleurs. C'étaient des hommes pratiques, et les hommes pratiques, face à un désordre qui doit être nettoyé,
ont tendance à commencer à le nettoyer sans qu'on leur demande. Nora a trouvé cela profondément admirable. Le deuxième matin, Breck est apparu dans la cour avant elle, ce qui, étant donné qu'elle était réveillée depuis 5 heures, était quelque chose qu'elle a noté avec intérêt, avec un morceau de papier couvert de chiffres. La grange, a-t-il dit. Elle a regardé les chiffres, les dimensions, la liste des matériaux et les calculs de charge. Il lui a tendu le papier. Je veux commencer au printemps, doubler la superficie de l'ancienne, une meilleure fondation, un drainage approprié le long du mur sud. Elle a étudié le papier. C'est une grange ambitieuse, a-t-elle dit. C'est une grange appropriée, a-t-il dit, pour ce que cet endroit va devenir. Elle l'a regardé par-dessus le papier. Qu'est-ce que cet endroit va devenir? Tout ce que nous en ferons, a-t-il dit simplement, mais plus grand qu'il ne l'est maintenant. Elle a plié le papier soigneusement, l'a glissé dans la poche de son manteau. Nous aurons besoin d'aide, a-t-elle dit. Hank du pâturage nord fait de bonnes charpentes, a-t-il dit. Et les frères apprentis connaissent les fondations. Vous y pensez depuis un moment. Environ 6 semaines, a-t-il confirmé. Elle l'a regardé, le fauteuil avec ses ajouts en fer, son support de munitions et sa laideur pratique et usée par la bataille. L'homme dedans. L'homme qui, tout en planifiant la possibilité de mourir, avait aussi planifié la grange qu'il construirait quand il ne mourrait pas. Brackett Crane, a-t-elle dit. Vous êtes vraiment quelqu'un d'autre. Le coin de sa bouche, juste ça. Le procès a eu lieu en février. Nora et Breck se sont rendus ensemble au chef-lieu du comté, 4 heures à l'aller, 4 heures au retour. Ils n'ont pas beaucoup parlé sur la route. Le silence particulier de 2 personnes qui ont assez de choses entre elles pour que le silence ne soit pas une absence. La salle d'audience était froide et sentait le vieux bois, l'huile de lampe et l'anxiété spécifique des procédures officielles. Tanner Briggs a témoigné pendant 40 minutes. Il a tout dit. L'itinéraire d'approche, l'argent que Dent lui avait payé, la conversation spécifique au cours de laquelle Dent lui avait dit que les droits de piégeage sur cette section de la montagne valaient en plus que la sécurité d'un seul opérateur. Le matin de l'éboulement, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait rapporté, tout cela consigné au procès-verbal. Breck était assis à côté de Nora et écoutait sa propre quasi-mort décrite par les mots d'un autre homme, et son visage ne montrait rien du tout. Elle l'a regardé, pas son visage, ses mains. Elles étaient à plat sur ses cuisses. Immobiles, pas des poings, pas les jointures blanches, juste immobiles. L'immobilité d'un homme qui avait déjà fait son compte avec cela, qui avait porté la question pendant 3 ans et avait la réponse maintenant, et la posait soigneusement et s'en éloignait. Quand Tanner a fini, Nora a tendu la main. Pas sa main, son bras, juste au-dessus du poignet. De la manière dont on tient quelque chose qu'on ne veut pas casser. Il ne l'a pas regardé, mais il ne s'est pas non plus éloigné. Dunn a été reconnu coupable de 11 chefs d'accusation. Le juge de circuit a été démis de ses fonctions. La reconnaissance de dette a été déclarée nulle pour cause d'incitation frauduleuse. La terre des Callaway a été confirmée au nom de Nora. Le trajet de retour a duré 4 heures. À environ 2 heures de route, Breck a dit « La clôture est… » Quoi à son sujet? Les poteaux les plus proches de la route doivent être remplacés. Pas tous. Les 4 du côté nord de la porte. Elle a regardé la route. Vous planifiez des travaux de clôture, a-t-elle dit. Je planifie toujours des travaux de clôture, a-t-il dit. La clôture est toujours le problème. Elle a réfléchi à cela. La clôture qui avait été réparée, à moitié construite, le travail de Harold qui n'était pas tout à fait correct, puis négligé, puis son problème à résoudre, et maintenant le leur à planifier, à réparer et à remettre en état. La clôture est toujours le problème. Les 4 poteaux nord, a-t-elle dit, et la charnière de la porte, tant qu'on y est. Elle est raide depuis septembre. Charnière de la porte, a-t-il confirmé. Et le fossé de drainage le long de l'approche sud doit être nettoyé avant le dégel printanier. Ajoutez-le à la liste. C'est déjà sur la liste. Elle l'a regardé. Il regardait la route, la terre qui défilait, le ciel devenant rose et or sur les bords alors que le soleil terminait la journée. À la maison, pensa-t-elle. Nous rentrons à la maison. Ce qui était nouveau. Le sentiment d'aller dans un endroit qui était un foyer à tous égards. Pas seulement l'endroit où elle était restée, pas seulement l'endroit pour lequel elle s'était battue. La maison. Breck. Je suis contente que vous soyez là.
Il l'a regardé. « Je sais, a-t-il dit, pas arrogant, juste sachant, de la manière dont une personne sait des choses qu'elle n'a plus besoin de prouver. Je vais continuer à le dire, a-t-elle dit. Je le sais aussi, a-t-il dit. Et ils ont parcouru les 2 dernières heures jusqu'à la maison dans le silence facile de personnes qui n'ont plus rien à se cacher. Le mariage a eu lieu en avril. La cour avait été défrichée et nettoyée, le toit du porche correctement réparé et les barricades de barils remplacées par 2 fauteuils que Breck avait fabriqués pendant l'hiver avec du chêne récupéré de la grange cassée. Des fauteuils pratiques, solides, construits pour durer. Elle ne lui avait jamais dit qu'elle avait remarqué qu'ils formaient un ensemble assorti, et il n'avait jamais mentionné les avoir faits de cette façon. Et entre 2 personnes qui avaient passé 4 mois à dire exactement ce qui devait être dit, et rien de plus, ce silence particulier signifiait tout. La journée était froide et claire, avec ce bleu d'avril qui n'arrive que lorsque l'hiver admet enfin qu'il est en train de perdre. Le prédicateur était un homme itinérant qui avait accepté de rester un jour de plus. Falk se tenait à gauche dans son bon manteau, sa femme à ses côtés. Hank et ses 2 fils aînés étaient là. 3 voisins qui avaient observé toute l'affaire de loin et avaient des sentiments forts sur la façon dont elle s'était conclue. Nora portait du bleu, pas emprunté, pas ajusté, le sien. Breck portait sa meilleure chemise et ressemblait précisément à lui-même, ce qui était ce qu'elle avait voulu regarder. Le prédicateur a prononcé les mots. Quand il est arrivé aux vœux, Breck a dit « Je prendrai les vœux standards et j'ajouterai une chose. » Le prédicateur a cligné des yeux. « Allez-y, a dit Nora. Breck l'a regardé. « J'étais un homme mort pendant 3 ans, a-t-il dit, faisant les gestes parce que je n'avais pas encore compris comment m'arrêter vraiment. Et vous m'avez tendu un tas de harnachements cassés et m'avez dit de réparer ce que je pouvais. » Il a fait une pause. « Je répare des choses depuis et je n'ai pas l'intention d'arrêter. » Il a soutenu son regard. « C'est le vœu. Je continuerai à réparer des choses, avec vous, tant qu'il y aura des choses à réparer. » Elle l'a regardé un moment. « Je le prends, a-t-elle dit. » Falk a pleuré tranquillement, a regardé le ciel immédiatement après, comme si le ciel en était de la raison. Sa femme a croisé le regard de Nora et a souri avec l'expression d'une femme qui a déjà vu ça et trouve cela tout à fait raisonnable. Les garçons de Hank ont applaudi. Nora a embrassé Breck la première, avant que le prédicateur ne le dise, parce qu'elle avait été patiente pendant 4 mois et que la patience, selon son expérience, avait une limite naturelle. Breck a ri contre sa bouche. Un vrai rire, le genre chaleureux, le genre qui lui appartenait entièrement et n'existait nulle part ailleurs. Elle a décidé qu'elle passerait les 40 prochaines années à trouver des raisons de l'entendre. 5 ans plus tard, la grange était terminée et l'avait été pendant 3 de ces années, et il était déjà devenu le genre de structure qui semble avoir toujours été là, solide, déterminé. Le muret, penchant de son quart de degré que Breck avait documenté, évalué et délibérément laissé, parce que les choses qui survivent à ce que cet endroit a survécu ont le droit d'être légèrement imparfaites. L'atelier à l'extrémité sud était connu dans 3 états. Les gens venaient pour les selles, les holsters, les fusils que Brackett Crane modifiait avec la compréhension particulière d'un homme qui a passé des décennies à réfléchir à la relation entre une arme et le terrain sur lequel elle opère. La liste d'attente était de 4 mois. Les juges pensaient que c'était excessif et attendaient quand même. Le nom Crane signifiait quelque chose de nouveau, quelque chose qui avait été construit plutôt qu'hérité, quelque chose qui existait à cause de choix spécifiques faits par un homme spécifique dans des circonstances spécifiques, quelque chose qui durerait. Nora dirigeait le ranch, 130 têtes de bétail maintenant, 3 employés qui faisaient du bon travail et comprenaient que la femme qui les embauchait avait des opinions sur la façon dont le bon travail était fait. 30 acres supplémentaires achetés à la vente aux enchères des terres de Dom pour un prix qu'elle trouvait satisfaisant de manière qu'elle ne prenait pas la peine d'analyser. La ligne de clôture était droite. Chaque poteau, chaque charnière de porte, chaque fossé de drainage nettoyé avant qu'il n'en ait besoin. Un soir de septembre, elle était assise sur le porche dans l'un des fauteuils en chêne, regardant la lumière s'éteindre sur les montagnes, quand Breck est sorti avec 2 tasses de café et s'est installé dans le fauteuil à côté d'elle. Le fauteuil qui avait toujours été à côté de son fauteuil. Le fauteuil qui n'avait jamais eu besoin d'explication. Ils ont bu leur café dans le silence qui leur appartenait.
Le silence particulier de deux personnes qui ont traversé beaucoup de logiques ensemble et sont arrivées de l'autre côté et trouvent en l'autre côté étonnamment vivable. Pensez-vous parfois à la vente aux enchères, a-t-elle dit. La plupart des jours. À quoi y pensez-vous? Il a tourné sa tasse dans ses mains. Je pense à la foule, a-t-il dit. Comment ils m'ont regardé, ce qu'ils ont vu. Il a regardé les montagnes. Et je pense à quel point ils avaient tort. Pas à propos du fauteuil, à propos de ce que le fauteuil signifiait. Il a fait une pause. Il pensait que le fauteuil était toute l'histoire. Et, et le fauteuil n'était que le fauteuil, a-t-il dit. L'histoire, c'était tout le reste. Elle l'a regardé, son visage dans la lumière de septembre. Les yeux gris qui avaient été furieux une fois étaient autre chose maintenant. Pas doux exactement, jamais doux, mais apaisés. Les mains enroulées autour de la tasse de café, les mains qui fabriquaient des choses pour lesquelles les gens venaient de 3 États. La ville nous a rendu service, a-t-elle dit. Il a souri. Le vrai, large et sincère est complètement le sien. Oui, a-t-il dit. Ils l'ont fait de la manière dont les gens rient dans ce vice quand ils n'ont pas l'intention de le faire. Elle a regardé de nouveau les montagnes. Elle est passée du bleu au violet sur les sommets. Les rocheuses faisant ce qu'elles faisaient toujours à cette heure, étant grandes et indifférentes et belles et permanentes, de la manière qui rend les problèmes humains appropriément petits, sans les faire paraître sans importance. Quelque part dans ces montagnes, il y avait une pente, un endroit spécifique où les choses avaient mal tourné violemment pour un homme qui ne le méritait pas, où le sol avait bougé et le monde avait changé, et ce qui avait semblé être une fin s'était avéré être, avec le temps, avec le travail, avec deux personnes qui refusaient d'être finies, quelque chose d'entièrement différent. Une porte peut-être, vers quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Elle a tendu la main et a pris la sienne. Il a tourné sa paume vers le haut, l'a tenue, et les montagnes sont devenues sombres, et les premières étoiles sont apparues. Et ils se sont assis sur leur porche, dans leur fauteuil, sur leur terre, et ont regardé le ciel faire ce que le ciel fait toujours quand on lui donne assez de temps. S'ouvrir et continuer, et continuer, et continuer.